Les années 1960 ont marqué l'une des périodes les plus turbulentes et les plus transformatrices de l'histoire des États-Unis et du monde. Le pays sortait d'une décennie précédente marquée par l'après-guerre, la croissance économique et le début de la guerre froide. Mais il faisait désormais face à une nouvelle réalité, une course aux armements nucléaires contre l'Union soviétique, des tensions raciales internes de plus en plus visibles et une jeunesse agitée qui commençait à remettre en question les valeurs traditionnelles. Dans ce contexte, John Fitzgerald Kennedy est apparu comme l'incarnation d'une nouvelle ère. Jeune, charismatique, éloquent et pour beaucoup, symbole d'espoir et de renouveau. Son image contrastait avec celle des dirigeants plus conservateurs et âgés qui avaient dominé la politique américaine pendant des décennies. Kennedy représentait non seulement un nouveau style de gouvernance, mais aussi la promesse d'affronter les problèmes avec courage et créativité, ouvrant la voie à un dialogue différent avec le peuple américain et le reste du monde. À l'intérieur du pays, les États-Unis vivaient sous l'ombre constante de la menace nucléaire. La crise des missiles de Cuba, qui surviendrait plus tard dans son mandat, se préparait déjà dans les tensions latentes entre Washington et Moscou. Le climat politique était chargé de méfiance et d'espionnage, avec des agences telles que la CIA et le FBI élargissant leur influence et leur capacité opérationnelle d'une manière sans précédent. En même temps, le mouvement pour les droits civiques commençait à gagner en force, exigeant des changements profonds dans le traitement de la population noire. Les marches, les manifestations et les affrontements devenaient de plus en plus fréquents, et le gouvernement fédéral se voyait contraint d'agir, équilibrant des forces politiques opposées. D'un côté, les libéraux et les défenseurs de l'égalité, de l'autre, les États du Sud encore ancrés dans des pratiques racistes et ségrégationnistes. Sur la scène internationale, la guerre froide influençait chaque décision stratégique. Les États-Unis rivalisaient férocement avec l'Union soviétique pour la suprématie technologique, militaire et idéologique. La course à l'espace prenait de l'importance comme vitrine de puissance et d'innovation, et Kennedy allait rapidement relever ce défi comme un élément central de son héritage. Cependant, la tension mondiale ne se limitait pas à l'espace. Des guerres par procuration, des disputes idéologiques et des coups d'État étaient encouragés par les deux camps, et l'Amérique latine devenait un champ de bataille politique avec la révolution cubaine de 1959 et le rapprochement ultérieur de Fidel Castro avec Moscou. Culturellement, les années 1960 furent un tournant. L'essor de la télévision en tant que média de masse changeait la manière dont la politique était perçue. L'image d'un président jeune, élégant et souriant, projeté sur les écrans, créait un lien émotionnel inédit entre le dirigeant et le peuple. Kennedy sut en tirer parti comme nul autre. Ses discours inspirants et sa capacité à s'adresser directement au public firent de lui non seulement un chef d'État, mais aussi une icône médiatique. Cependant, cette exposition accrue signifiait également une plus grande vulnérabilité. L'image publique de JFK devait être soigneusement contrôlée, et sa vie personnelle, remplie de rumeurs et de relations controversées, devenait l'objet de curiosité et de spéculation, ouvrant la porte à des attaques politiques et médiatiques. Sur le plan économique, la situation semblait prometteuse à première vue. Le pays connaissait une croissance alimentée par des industries prospères depuis la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, tout le monde ne profitait pas de cette prospérité. Les inégalités sociales restaient criantes, et la pauvreté touchait des millions de personnes, en particulier dans les zones rurales et les quartiers urbains les plus pauvres. Kennedy lança des programmes pour relever ces défis, mais son gouvernement était encore à ses débuts lorsque des forces internes et externes commencèrent à se mobiliser contre lui. Parmi les conservateurs qui le considéraient comme un idéaliste dangereux et les secteurs militaires qui se méfiaient de sa position plus prudente sur l'usage de la force, le président accumulait des ennemis silencieux, certains au sein même de son administration. Cette période était également marquée par un sentiment paradoxal d'optimisme et de peur. On avait confiance dans le progrès scientifique, dans l'avancée des droits humains et dans la possibilité d'un avenir meilleur. Mais subsistait aussi une peur latente de destruction imminente. Le son des sirènes d'alerte nucléaire, les abris souterrains et les exercices scolaires de protection contre les bombes atomiques faisaient partie du quotidien américain. Cette tension constante façonnait l'état d'esprit collectif, créant un terrain fertile pour les théories du complot, car tout événement inattendu pouvait être interprété comme faisant partie d'un plan caché, nourrissant l'imagination populaire.
L'arrivée de Kennedy à la Maison-Blanche ne fut donc pas seulement l'investiture d'un nouveau président, ce fut le début d'un nouveau récit politique dans une période de transition mondiale. Il représentait à la fois l'espoir et la menace, selon le point de vue. L'élite traditionnelle américaine le voyait comme un réformateur trop audacieux. Les milieux du renseignement et de l'armée le considéraient hésitant dans les moments de décision, et pour les masses, il était le visage d'un rêve américain rajeuni. Cet ensemble de forces et de tensions est essentiel pour comprendre non seulement sa trajectoire, mais aussi le contexte dans lequel son assassinat eut lieu. Un acte qui, pour beaucoup, ne fut ni le fruit du hasard, ni celui d'un homme isolé, mais le résultat d'un réseau complexe d'intérêts, de rivalités et de conspirations qui fermentaient bien avant ce jour fatidique à Dallas. John Fitzgerald Kennedy n'est pas apparu par hasard sur la scène politique américaine. Son chemin vers la présidence fut soigneusement construit, mais aussi propulsé par des facteurs uniques qui le distinguaient de tout autre politicien de son époque. Fils de Joseph P., Kennedy, magnate et ancien ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni, et de Rose Fitzgerald Kennedy, issu de l'une des familles les plus influentes de Boston, JFK grandit dans un environnement de pouvoir, de richesse et de connexions stratégiques. Dès son plus jeune âge, il fut préparé à occuper un rôle de premier plan dans la vie publique. Sa formation passa par des écoles d'élite telles que Choate Rosemary Hall et par des études à l'université Harvard, où il manifesta déjà un intérêt pour la politique internationale et l'histoire, notamment dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale qui façonnait le monde dans lequel il vivait. Pendant la guerre, Kennedy servit comme officier dans la marine et commanda le bateau PT-109 dans le Pacifique. Son embarcation fut coulée par un destroyer japonais, et l'épisode, au cours duquel il sauva une partie de son équipage après avoir nagé sur de longues distances, devint un mythe patriotique largement relayé par les médias. Cet événement consolida non seulement son image de héros de guerre, mais démontra aussi sa capacité à exploiter des expériences personnelles à des fins politiques. De retour, il s'engagea directement dans la vie publique, se présentant et remportant un siège à la Chambre des représentants en 1946. À partir de là, son ascension fut rapide. Après 3 mandats à la Chambre, il devint sénateur du Massachusetts en 1952, battant une adversaire influente et s'imposant comme un nouveau visage du Parti démocrate. Les années 1950 furent une période où Kennedy façonna avec soin son profil national. Il publia des ouvrages comme Profiles in Courage, qui remporta le prix Pulitzer, et prononça des discours mémorables, renforçant son image d'intellectuel engagé envers les idéaux américains. En parallèle, il cultiva une présence publique charismatique et moderne. Sa jeunesse, son attractivité physique et son allure assurée contrastaient fortement avec les politiciens plus âgés, faisant de lui une figure magnétique pour un public qui consommait de plus en plus la politique à travers la télévision. Avec Jacqueline Bouvier Kennedy à ses côtés, jeune, élégante et sophistiquée, le couple devint un spectacle médiatique à part entière, attirant des comparaisons avec la royauté européenne. En 1960, lors de sa candidature à la présidence face à Richard Nixon, Kennedy dut affronter l'une des campagnes les plus serrées de l'histoire des États-Unis. Le contexte était celui d'une guerre froide intense, avec la menace communiste utilisée comme arme rhétorique par les deux camps. Kennedy réussit à renverser la situation principalement grâce aux débats télévisés, où son image et sa présence à l'écran surpassèrent celle de Nixon, qui paraissait nerveux et physiquement affaibli. Le premier débat présidentiel télévisé fut un moment charnière. Ceux qui écoutèrent à la radio crurent que Nixon avait gagné, mais ceux qui regardèrent à la télévision virent en Kennedy le vainqueur évident. Cela marqua le début d'une nouvelle ère politique, où l'image allait devenir aussi, voire plus importante que les mots. Un autre élément ayant nourri son ascension fut la machine politique de la famille Kennedy. Bien que Joseph Kennedy ne soit plus en fonction, il utilisa sa fortune et ses connexions pour obtenir un soutien stratégique dans des États clés, investissant massivement dans la campagne de son fils. Parallèlement, des alliances furent conclues avec des dirigeants locaux, des syndicalistes et des figures politiques influentes, garantissant un réseau de soutien presque impénétrable. Néanmoins, Kennedy dut affronter un fort préjugé en raison de sa religion catholique. Aucun président américain ne l'avait été avant lui. Il répondit directement aux critiques, affirmant que ses décisions en tant que président seraient guidées par l'intérêt national et non par l'Église catholique.
Cette position ferme, associée à un discours inclusif et visionnaire, contribua à dissiper une partie de la méfiance. Lorsqu'il prit ses fonctions en janvier 1961, Kennedy portait non seulement la responsabilité de la charge, mais aussi les attentes d'une nation entière qui voyait en lui la promesse d'un renouveau. Sa victoire, obtenue avec une faible marge de voix, ne fut pas uniquement le résultat de son charisme ou d'une bonne campagne. Elle résulta d'un ensemble de facteurs: l'habileté politique héritée de sa famille, l'usage pionnier des médias, la construction d'une image publique impeccable et le moment historique d'un pays prêt pour un leadership différent. Cependant, cette ascension fulgurante engendra également du ressentiment et des ennemis. Des secteurs conservateurs, des adversaires politiques et même une partie des services de renseignement américains voyaient avec prudence, voire hostilité, l'arrivée d'un président si jeune, porteur d'idées qui menaçaient le statu quo. Cette combinaison de popularité immense et d'opposition voilée allait jeter les bases des conflits internes qui marqueraient son mandat et qui, selon certaines théories, contribueraient au destin tragique qui l'attendait. Lorsqu'il prit la présidence en janvier 1961, John F. Kennedy hérita d'un monde divisé en deux blocs idéologiques irréconciliables. D'un côté, les États-Unis et leurs alliés capitalistes, de l'autre, l'Union soviétique et le bloc communiste. Cette division n'était pas seulement politique, mais aussi militaire, économique et culturelle. La planète vivait sous la menace constante d'un conflit nucléaire pouvant détruire la civilisation en quelques heures. Chaque mouvement, chaque discours et chaque changement stratégique de Washington ou de Moscou avait le potentiel de déclencher une réaction en chaîne aux conséquences catastrophiques. Ce climat de tension extrême façonnait non seulement les relations internationales, mais aussi la politique intérieure américaine, plaçant Kennedy au centre d'un échiquier géopolitique dangereux et instable. L'un des points les plus sensibles de cette confrontation se trouvait à seulement 145 km des côtes de Floride. Cuba. En 1959, la révolution cubaine menée par Fidel Castro renversa le dictateur Fulgencio Batista, soutenu par les États-Unis, et instaura un gouvernement communiste aligné sur l'Union soviétique. Ce changement radical dans l'équilibre régional fut perçu à Washington comme une menace directe pour la sécurité nationale. Kennedy, à peine arrivé au pouvoir, se trouva rapidement confronté à un plan hérité de l'administration Eisenhower, l'invasion de la baie des Cochons. L'opération organisée par la CIA consistait à former des exilés cubains pour renverser Castro. En avril 1961, l'invasion échoua de manière désastreuse, renforçant la position de Castro, humiliant le gouvernement américain aux yeux du monde et exposant Kennedy aux critiques d'opposants politiques et militaires qui l'accusaient de faiblesse et d'indécision. Cet échec initial n'endommagea pas seulement l'image du président, mais renforça aussi la méfiance entre les États-Unis et Cuba, poussant Castro à consolider davantage son alliance avec Moscou. Le résultat direct fut l'escalade qui culmina avec la crise des missiles de Cuba en 1962, l'un des moments les plus tendus de la guerre froide. Des images de reconnaissance aérienne révélèrent l'installation de missiles nucléaires soviétiques sur le sol cubain, capables d'atteindre une grande partie du territoire américain en quelques minutes. Le monde observa avec appréhension Kennedy et le Premier ministre soviétique Nikita Khrouchtchev s'engager dans un jeu mortel de menaces et de négociations. Pendant 13 jours, la planète se trouva au bord de la guerre nucléaire. Kennedy opta pour une stratégie de blocus naval, exigeant le retrait des missiles. L'impasse prit fin par un accord secret. Moscou retirerait ses armes de Cuba et, en échange, Washington retirerait discrètement ses missiles de Turquie. Bien que Kennedy soit sorti de cet épisode victorieux aux yeux de l'opinion publique américaine, la crise laissa de profondes cicatrices. En interne, certains hauts gradés militaires le jugèrent excessivement prudent, préférant une action militaire directe contre Cuba et l'Union soviétique. D'un autre côté, des dirigeants civils et une partie de la population reconnurent que son habileté diplomatique avait évité une catastrophe mondiale. Mais l'épisode renforça aussi l'idée que Cuba restait une plaie ouverte dans la politique étrangère américaine. De nombreux plans visant à assassiner Castro, à déstabiliser son gouvernement et à infiltrer des agents furent conçus et exécutés par la CIA pendant et après l'administration Kennedy, créant une trace d'opérations secrètes qui alimentent encore aujourd'hui les théories de représailles et de complot. Au-delà de Cuba,
La guerre froide se déroulait sur de multiples fronts. En Asie du Sud-Est, le Vietnam commençait à attirer l'attention du gouvernement américain. Bien que Kennedy ait été initialement prudent quant à l'envoi de troupes, il autorisa l'augmentation de la présence militaire de conseillers et de forces spéciales dans le pays, dans le but de contenir l'expansion communiste. En Europe, le mur de Berlin, érigé en 1961, devint le symbole physique de la division du monde et de la rivalité entre les deux superpuissances. Kennedy prononça des discours marquants, dont le célèbre Ich bin ein Berliner, réaffirmant l'engagement des États-Unis à défendre la liberté en Occident. La rivalité se jouait aussi sur le terrain technologique. La course à l'espace, intensifiée par le lancement de Spoutnik en 1957 et la mission de Youri Gagarin en 1961, amena Kennedy à annoncer, en 1961, l'objectif audacieux d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Bien que ce fût un geste d'inspiration et de progrès, il s'agissait aussi d'une démonstration de force stratégique, une manière de prouver au monde que les États-Unis possédaient une supériorité scientifique et technique. Le climat de tension mondiale, à l'époque, Kennedy n'était pas seulement le fruit de rivalités politiques, mais aussi d'un réseau complexe d'intérêts économiques et militaires. L'industrie américaine de l'armement prospérait sous la menace constante de guerre, et certains secteurs voyaient dans le conflit une opportunité de profit et d'expansion. Ce complexe militaro-industriel, comme l'avait averti le président Eisenhower, constituait une force invisible mais puissante, influençant les décisions de politique étrangère et, possiblement, nourrissant un ressentiment contre tout dirigeant cherchant à réduire le risque d'affrontement armé direct. Pour de nombreux théoriciens du complot, ce fut l'un des éléments clés expliquant pourquoi certains groupes, au sein même du gouvernement, auraient pu voir Kennedy comme un obstacle dangereux, et donc comme une cible. Le matin du vendredi 22 novembre 1963 commença sous un ciel ensoleillé au Texas. John F. Kennedy, accompagné de la première dame Jacqueline Kennedy, effectuait un voyage politique dans l'État, dans le cadre d'une stratégie visant à consolider le soutien à sa réélection l'année suivante. L'atmosphère initiale était empreinte d'enthousiasme et d'attente. Des foules s'étaient rassemblées pour voir le président, lui faire signe et écouter ses paroles. Dallas était une ville marquée par de fortes divisions politiques, avec une importante présence conservatrice et un passé d'hostilité envers le gouvernement fédéral, mais on y trouvait aussi des milliers de citoyens impatients d'accueillir le couple présidentiel. L'agenda de la journée était minutieusement planifié. L'Air Force One atterrit à l'aéroport Love Field peu avant midi. Kennedy et Jacqueline, élégamment vêtus, elle dans un tailleur rose qui deviendrait tragiquement emblématique, furent accueillis par les autorités locales et une foule de sympathisants. Au lieu de se rendre immédiatement à leur prochain engagement, le couple prit quelques minutes pour saluer personnellement les personnes présentes, rompant le protocole et renforçant leur lien avec le public. Ils embarquèrent ensuite dans un cortège qui devait traverser les rues centrales de la ville. Le véhicule officiel était une Lincoln Continental décapotable, choisie pour permettre au président d'être clairement vu par la population. Aux côtés de Kennedy et Jackie se trouvait le gouverneur du Texas, John Connally, et son épouse, Nellie Connally. À l'avant prenaient place le chef du Secret Service à Dallas, Roy Kellerman, et le chauffeur William Greer. Derrière la voiture présidentielle suivaient des véhicules de sécurité et de presse. Vers 12h30, le cortège entra dans Dealey Plaza, un espace ouvert bordé de bâtiments. Le véhicule avançait lentement sur Elm Street, passant devant le Texas School Book Depository, un bâtiment en briques rouges abritant un dépôt de manuels scolaires. C'est à ce moment-là que, selon la version officielle, les coups de feu furent tirés. Les témoins rapportèrent avoir entendu 3 détonations successives, bien que certains affirmassent en avoir entendu 4, voire davantage, provenant de différentes directions. Le premier coup aurait atteint le président dans le dos, ressortant par la gorge, et aurait également touché le gouverneur Connally, assis devant lui causant de graves blessures. Le second tir, selon certains témoignages, aurait manqué sa cible ou touché une autre zone non létale. Le troisième fut le plus dévastateur, un tir fatal à la tête de Kennedy, projetant des fragments visibles et gravant à jamais la scène dans la mémoire collective. Les images du fameux film de Zapruder, captées par un caméraman amateur, montreraient plus tard ce moment en détail, alimentant des débats sans fin sur la direction et le nombre réel de coups de feu. La panique s'empara de la scène. Jackie, sous le choc,
grimpa instinctivement sur le coffre de la voiture, dans un geste interprété par certains comme une tentative de récupérer un morceau du crâne de son mari. Des agents du secret service coururent protéger le véhicule. Le chauffeur accéléra en direction du Parkland Memorial Hospital, tandis que les radios de la police et de la presse annonçaient la confusion et des tirs contre le président. À 13h00, après des efforts frénétiques de l'équipe médicale, John F. Kennedy fut déclaré mort. La nouvelle se répandit rapidement, plongeant le pays et le monde dans le deuil. Peu après, le gouverneur Connally, grièvement blessé mais vivant, recevait lui aussi des soins intensifs. Pendant ce temps, la police de Dallas lançait une chasse frénétique aux tireurs. Lee Harvey Oswald, employé du Texas School Book Depository, fut identifié comme suspect après avoir été vu quittant le bâtiment peu après le crime. Moins de 2 heures plus tard, il fut arrêté au Texas Theater, accusé d'avoir tué l'officier de police G.D. Tippit, puis d'avoir assassiné le président. La rapidité avec laquelle le suspect fut retrouvé et inculpé susciterait plus tard des doutes sur l'ampleur réelle de l'enquête et sur la question de savoir si Oswald avait réellement agi seul. À 14h38, à bord de l'Air Force One, le vice-président Lyndon B. Johnson prêta serment comme 36e président des États-Unis, avec Jacqueline Kennedy encore vêtue de son tailleur ensanglanté à ses côtés. Cette image deviendrait un sombre symbole d'une transition brutale du pouvoir, alimentant des spéculations sur une précipitation excessive et une possible coordination politique en coulisses. Le 22 novembre 1963 ne s'acheva pas avec la mort de Kennedy. Il marqua le début d'un tourbillon d'événements, d'enquêtes précipitées, de contradictions dans les témoignages et de décisions hâtives qui alimenteraient, pendant des décennies, les théories du complot. Ce qui semblait à première vue être un acte de violence commis par un individu isolé se révéla rapidement être une énigme pleine de zones d'ombre et de lacunes, des éléments que beaucoup interprètent comme les signes de quelque chose de bien plus vaste se déroulant dans les coulisses du pouvoir américain. La figure de Lee Harvey Oswald reste, à ce jour, l'un des points les plus controversés de tout le récit officiel sur l'assassinat de John F. Kennedy. Pour la commission Warren, il fut le tireur solitaire, mu par des motivations personnelles et idéologiques. Pour les théoriciens du complot, Oswald était bien plus que cela. Un personnage complexe, au passé rempli de connexions obscures, capable de susciter des soupçons de manipulation, de contrôle et même d'avoir été utilisé comme bouc émissaire dans un plan bien plus vaste. L'analyse de sa vie révèle une trajectoire marquée par l'instabilité, des changements radicaux et des contacts avec des milieux sensibles dans le contexte de la guerre froide. Né le 18 octobre 1939 à la Nouvelle-Orléans, Oswald grandit dans un foyer désuni. Son père mourut avant sa naissance et sa mère, Marguerite, eut du mal à maintenir une stabilité financière et émotionnelle. Très tôt, il manifesta des signes de comportement introverti et d'isolement social, alternant des périodes d'intérêt intense pour la lecture et la politique avec des attitudes agressives et des problèmes disciplinaires. À 17 ans, en 1956, il rejoignit le corps des Marines des États-Unis, où il reçut une formation au maniement des fusils, un élément qui deviendrait central dans l'accusation portée contre lui. Pendant cette période, il manifesta aussi un intérêt pour le marxisme et, selon des collègues, fit des déclarations favorables à l'Union soviétique, ce qui, en pleine guerre froide, était jugé hautement suspect. En 1959, Oswald prit une décision radicale. Il déserta de l'armée et se rendit en Union soviétique. Ce changement drastique attira l'attention pour 2 raisons. Premièrement, déserter vers le bloc communiste était considéré comme une trahison à une époque de tension maximale entre les superpuissances. Deuxièmement, son entrée et son séjour en URSS semblèrent s'effectuer de manière inhabituelle pour un étranger ordinaire. Il déclara vouloir renoncer à sa citoyenneté américaine et travailla à Minsk, où il épousa Marina Prusakova, une citoyenne soviétique. En 1962, curieusement, Oswald rentra aux États-Unis sans rencontrer de sérieux obstacles juridiques, ce qui, pour beaucoup, indiquait qu'il pouvait avoir été utilisé dans des opérations de contre-espionnage ou qu'il bénéficiait d'une sorte de protection invisible, possiblement liée au service de renseignement américain. À son retour, il s'installa à Dallas et entretint des liens avec des communautés pro- et anti-Castro, ce qui ajoute encore à la complexité de son histoire. Cette posture ambiguë, tantôt soutenant Fidel Castro, tantôt gardant contact avec des groupes hostiles au régime cubain, est perçue par certains analystes
comme le comportement typique d'un infiltré ou d'un agent double. En 1963, quelques mois avant l'assassinat de JFK, Oswald se rendit au Mexique, où, selon les registres, il visita l'ambassade soviétique et l'ambassade cubaine. Ces rencontres ne furent jamais totalement éclaircies, mais elles soulèvent la possibilité qu'il ait cherché un soutien ou des instructions pour une action future. Le jour de l'attentat, Oswald travaillait au Texas School Book Depository, lieu d'où auraient été tirés les coups de feu. Des témoins affirmèrent l'avoir vu dans le bâtiment peu avant le crime, et la police retrouva un fusil Mannlicher Carcano au 6e étage, censé lui appartenir. Toutefois, plusieurs incohérences apparurent. Témoignages contradictoires sur sa position exacte au moment des tirs, doutes sur sa capacité technique à effectuer les tirs avec la rapidité et la précision décrites et absence d'empreinte digitale complète sur l'arme. De plus, Oswald, lors de son arrestation, se déclara innocent et affirma « Je ne suis qu'un bouc émissaire ». L'épisode le plus énigmatique se produisit 2 jours plus tard, le 24 novembre 1963, lorsque Oswald fut abattu et tué en direct à la télévision par Jack Ruby, un propriétaire de boîte de nuit lié au milieu criminel. Cet acte supprima toute possibilité de procès et renforça les soupçons selon lesquels Oswald n'était pas le cerveau du crime, mais plutôt une pièce jetable dans un jeu d'échecs conspirationniste. Les liens entre Ruby et des éléments liés à la mafia, à la police et même à d'éventuels contacts politiques laissent place à l'hypothèse que l'assassinat d'Oswald fut une élimination soigneusement orchestrée pour l'empêcher de révéler des informations compromettantes. Pour les partisans de la théorie officielle, Oswald était un homme perturbé, idéologiquement confus et prêt à entrer dans l'histoire par un acte extrême. Pour les conspirationnistes, il fut manipulé, surveillé et possiblement activé par des forces bien plus puissantes que lui, servant de visage public à un assassinat planifié dans l'ombre. Son profil, marqué par des contradictions et des parcours improbables, reste l'un des principaux piliers pour ceux qui estiment que l'affaire Kennedy n'a jamais été totalement élucidée. Quelques jours après l'assassinat de John F. Kennedy, le président nouvellement investi Lyndon B. Johnson annonça la création d'une commission spéciale, chargée d'enquêter sur le crime. Officiellement connue sous le nom de Commission Warren, en référence à son président, le juge en chef de la Cour suprême Earl Warren, cette équipe était composée de 7 personnalités politiques et juridiques de haut rang, dont le futur président Gerald Ford et l'ancien directeur de la CIA Allen Dulles. L'objectif déclaré était d'examiner de manière complète et impartiale les circonstances de la mort du président, de rassembler toutes les preuves et de présenter à la nation un rapport définitif destiné à dissiper les doutes et à apaiser la population. En septembre 1964, moins d'1 an après le crime, la commission Warren publia ses conclusions. Lee Harvey Oswald avait agi seul. Selon le rapport, Oswald tira 3 coups de feu depuis le 6e étage du Texas School Book Depository à l'aide d'un fusil italien Mannlicher Carcano. Le premier tir aurait complètement manqué sa cible. Le second, selon la fameuse théorie de la balle unique, aurait traversé le cou de Kennedy et atteint le gouverneur du Texas, John Connally, lui causant de multiples blessures. Et le troisième aurait été le coup fatal à la tête du président. Cette théorie, officiellement appelée Single Bullet Theory, fut présentée comme l'explication logique du nombre de blessures constatées, étant donné qu'il n'y avait que 3 tirs enregistrés et un laps de temps très court entre eux. La commission conclut également qu'il n'y avait aucune conspiration nationale ou internationale. Selon elle, aucune preuve n'indiquait l'implication de Cuba, de l'Union soviétique, de la mafia, de la CIA ou de tout autre groupe organisé. Oswald aurait planifié et exécuté le crime pour des raisons personnelles, influencé par ses convictions politiques et ses frustrations individuelles. La mort d'Oswald aux mains de Jack Ruby fut également considérée comme un acte isolé, supposément motivé par un élan émotionnel et l'indignation face à l'assassinat du président, sans lien avec un plan plus vaste. Le rapport de la commission Warren fut initialement accepté par une grande partie de la population et largement relayé par la presse, qui reprit la version de l'assassin solitaire. Cependant, au fil du temps, des incohérences commencèrent à apparaître. Des experts en balistique, des médecins légistes, des témoins et même d'anciens agents du gouvernement émirent des doutes sur la faisabilité technique de la balle unique et sur la précision des tirs,
compte tenu du laps de temps extrêmement court entre eux. Selon certains experts, le fusil retrouvé n'avait pas la qualité requise pour effectuer des tirs aussi rapides et précis, surtout entre les mains d'un tireur moyen comme Oswald. Un autre point de critique fut la manière dont l'enquête fut menée. De nombreux témoignages oculaires furent ignorés ou réinterprétés pour correspondre à la version officielle. Des récits de tirs provenant d'autres directions, en particulier depuis le fameux Grassy Knoll, une petite butte herbeuse en face de la trajectoire de la voiture présidentielle, furent minimisés ou écartés. De plus, la commission s'appuya en partie sur des preuves et expertises fournies par des agences telles que le FBI et la CIA, les mêmes organisations qui auraient pu avoir intérêt à protéger des informations sensibles ou à dissimuler des failles de sécurité. La rapidité avec laquelle le rapport fut produit soulève également des soupçons. En moins de 10 mois, la commission enquêta sur une affaire d'une immense complexité, analysa des milliers de pages de documents et parvint à des conclusions définitives, sans, selon les critiques, explorer pleinement toutes les pistes. Pour les théoriciens du complot, cette précipitation visait à clore rapidement le dossier afin d'éviter que des doutes persistants ne fragilisent la stabilité politique à un moment délicat de la guerre froide. Bien que la commission Warren ait été officiellement considérée comme l'enquête finale et concluante sur l'assassinat de JFK, sa version des faits, loin de clore le débat, alimenta des décennies de contestation. Le contraste entre le récit officiel et les zones d'ombre relevées par des enquêteurs indépendants ouvrit la porte à un vaste champ de spéculation, renforçant l'idée que la vérité sur la mort de Kennedy est bien plus complexe et sombre que celle qui figure dans les livres d'histoire. Depuis la publication du rapport Warren, de nombreux experts, journalistes d'investigation et témoins ont commencé à souligner des lacunes, des omissions et des incohérences qui, pour beaucoup, remettent en cause la crédibilité de la version officielle. Ces zones d'ombre ne sont pas de simples détails, mais des points critiques qui, examinés en profondeur, ébranlent les fondements du récit selon lequel Lee Harvey Oswald aurait agi seul. En analysant les enquêtes officielles, on constate que l'affaire Kennedy s'est déroulée dans un climat de forte pression politique, où l'urgence de fournir des réponses rapides a pu prendre le pas sur l'engagement à rechercher toute la vérité. L'un des aspects les plus contestés est la théorie de la balle unique. Selon la commission Warren, un seul projectile serait entré dans le dos de Kennedy, ressorti par sa gorge, aurait frappé le gouverneur John Connally dans le dos, serait ressorti par sa poitrine, aurait traversé son poignet et se serait finalement logé dans sa cuisse. Tout cela sans se déformer de manière significative. Des critiques, dont des experts en balistique, jugent ce scénario hautement improbable. Lors de tests ultérieurs, des projectiles ayant subi des trajectoires et des impacts similaires présentaient des déformations beaucoup plus importantes. De plus, l'alignement des corps dans le véhicule, tel qu'enregistré sur des photos et dans le film de Zapruder, ne correspond pas parfaitement à la trajectoire qu'aurait empruntée la balle magique. Un autre point problématique concerne le temps entre les tirs. Sur la base du film de Zapruder, l'intervalle entre le premier et le dernier tir a été d'environ 8 secondes. Pour qu'Oswald ait tiré 3 fois avec le fusil Mannlicher Carcano, rechargeant manuellement à chaque coup, il aurait fallu un niveau de rapidité et de précision supérieur à celui qu'il avait démontré lors de précédents essais. Certains tireurs expérimentés ont réussi à reproduire la séquence, mais seulement dans des conditions idéales et sans la pression d'un événement réel. Ce doute technique a ouvert la porte à l'hypothèse qu'il y ait eu plus d'un tireur lors de l'attaque. Les témoignages oculaires présentent également des divergences importantes par rapport à la version officielle. Plusieurs témoins ont déclaré avoir entendu des coups de feu venant de directions différentes, en particulier de la zone connue sous le nom de Grassy Knoll. Certains ont affirmé avoir vu de la fumée, des silhouettes suspectes ou des mouvements inhabituels dans cette zone au moment des tirs. Ces déclarations ont été, pour la plupart, ignorées ou minimisées dans les archives de la commission. De plus, plusieurs témoins clés sont morts dans des circonstances mystérieuses au cours des années suivantes, ce qui alimente les théories de silencement intentionnel. L'autopsie de Kennedy est un autre chapitre chargé de controverses. Réalisée à l'hôpital naval de Bethesda, elle fut menée par des médecins militaires qui, selon des experts indépendants, n'avaient pas d'expérience spécifique des blessures par balle. Des photographies et radiographies de l'autopsie ont disparu ou ont été classées secrètes pendant des décennies. Il existe également des divergences entre le rapport d'autopsie
et les témoignages des médecins de l'hôpital Parkland, à Dallas, qui ont soigné Kennedy immédiatement après l'attentat. Alors que les médecins de Dallas ont décrit une large blessure à l'arrière de la tête, suggérant un tir provenant de l'avant, le rapport officiel a mis l'accent sur une blessure d'entrée à l'arrière, compatible avec la thèse d'un seul tireur situé derrière la voiture présidentielle. La conduite d'agences comme la CIA et le FBI a également été fortement critiquée. Des documents importants relatifs à Oswald, y compris ses contacts au Mexique et ses activités pro-Cuba, ont été omis ou transmis partiellement à la commission Warren. Des archives montrent que la CIA surveillait déjà Oswald avant l'assassinat, mais ces informations n'ont pas été pleinement partagées avec les enquêteurs. Le FBI, de son côté, a été accusé d'intimider des témoins et de retenir des preuves qui pourraient contredire la version officielle. Un autre point soulevé est la précipitation à clore l'affaire. Dans un contexte de tension politique extrême, les dirigeants du pays avaient besoin d'une réponse rapide pour éviter que la mort du président ne soit interprétée comme le résultat d'une conspiration internationale pouvant mener à un conflit armé. Cette urgence a pu conduire à des conclusions hâtives, privilégiant la stabilité politique au détriment de la transparence totale. Ces failles et contradictions, combinées à l'assassinat d'Oswald par Jack Ruby avant qu'il ne puisse être jugé, ont créé un terrain fertile pour la croissance de théories alternatives. Pour beaucoup, il ne s'agit pas seulement d'erreurs humaines ou de limitations technologiques de l'époque, mais d'indices selon lesquels des forces à l'intérieur même du gouvernement ont activement travaillé à façonner le récit et à dissimuler des éléments cruciaux de la vérité. Plus ces points sont analysés, plus il devient difficile d'accepter sans réserve l'idée que l'affaire Kennedy ne fut que l'acte isolé d'un homme seul avec un fusil. Parmi toutes les preuves entourant l'assassinat de John F. Kennedy, aucune n'est aussi emblématique ou aussi débattue que le film enregistré par Abraham Zapruder. Ce caméraman amateur qui travaillait dans une entreprise de vêtements féminins près de Dealey Plaza décida d'emporter sa caméra Bell & Howell 94 PD pour filmer le passage du cortège présidentiel ce matin du 22 novembre 1963. Placé sur un piédestal en béton sur une colline herbeuse, il bénéficiait d'une vue privilégiée sur le trajet de la voiture de Kennedy. Le résultat fut un enregistrement de 26 secondes qui allait devenir l'une des pièces centrales de l'enquête et un symbole du mystère entourant l'affaire. Le film Zapruder montre, de manière continue, le moment où la voiture présidentielle entre sur Elm Street, la réaction initiale du président et de la première dame au premier tir, et le coup fatal à la tête de Kennedy. La clarté des images est impressionnante pour la technologie de l'époque et permet aux analystes de compter image par image, littéralement, les instants entre les coups de feu. Cette analyse a révélé que, du premier au dernier tir, il s'est écoulé environ 8,3 secondes. Un laps de temps que beaucoup jugent trop court pour qu'un tireur solitaire muni d'un fusil à verrou manuel puisse effectuer 3 tirs précis. Le moment le plus choquant, connu sous le nom de Baiser Frame 313LK, montre l'impact du coup fatal, la tête de Kennedy se déplaçant violemment vers l'arrière et vers la gauche. Cette réaction physique est devenue l'un des éléments les plus controversés du film. Pour certains experts, ce mouvement indique que le tir provenait de l'avant et de la droite, compatible avec la position du Gracie Knoll, et non de l'arrière, comme l'affirmait la commission Warren. Les défenseurs de la version officielle soutiennent cependant que ce recul pourrait résulter de réflexes neuromusculaires ou du jet effect, causé par l'expulsion de matière cérébrale. Un autre sujet de débat est ce que le film ne montre pacing clairement. Aucune fumée ou éclat lumineux n'est visible au Gracie Knoll, bien que des témoins oculaires aient affirmé avoir vu de tels signes. De plus, certaines images semblent montrer des réactions de personnes aux alentours avant même que Kennedy ne manifeste de douleur, ce qui suggère que le premier tir pourrait avoir eu lieu légèrement plus tôt que ce que l'on pensait, ce qui modifierait la séquence officielle des tirs. Cette possibilité soulève l'hypothèse qu'un des premiers coups ait pu être étouffé ou masqué par des bruits ambiants, rendant sa détection précise plus difficile. L'histoire de la possession et de la diffusion du film est elle aussi riche en rebondissements. Peu après l'attentat, Zapruder remit le matériel au magazine Life contre une somme considérable pour l'époque. La publication acheta tous les droits et pendant des années ne diffusa que des images sélectionnées, empêchant le public de voir l'intégralité du film.
Cela alimenta les soupçons de censure et de manipulation, d'autant que certains critiques pensent que des coupes ou des modifications ont pu être effectuées avant toute diffusion publique. Le film ne fut montré dans son intégralité à la télévision américaine qu'en 1975, plus de 10 ans après le crime, relançant le débat national sur la possibilité d'un second tireur. Les analyses modernes, avec des outils numériques et des logiciels de stabilisation d'image, ont permis d'approfondir la compréhension du contenu du film, mais ont également mis en évidence de nouvelles incohérences. Des questions subsistent sur la position exacte de Kennedy dans la voiture, par rapport au gouverneur Connally, sur le moment précis où chacun a été touché et sur la possible présence de mouvements suspects dans des zones périphériques du cadre. Certains chercheurs affirment distinguer des silhouettes armées derrière la clôture du Grassy Knoll ou dans la zone dite du picket fence, tandis que d'autres estiment qu'il ne s'agit que d'illusions visuelles causées par la faible résolution et le grain de la pellicule. Le film Zapruder demeure donc à la fois une preuve éclairante et énigmatique. Il fournit une chronologie précise des événements, mais laisse aussi place à des interprétations divergentes, fonctionnant comme une sorte de preuve vivante qui remet en question la version officielle et alimente l'imagination des enquêteurs indépendants. Pour ceux qui croient à une conspiration, la vidéo ne se contente pas d'enregistrer l'assassinat d'un président, elle capture aussi de manière presque symbolique le moment où la confiance du peuple américain envers son gouvernement a commencé à se fissurer. L'un des éléments les plus intrigants et perturbants de l'affaire Kennedy est la longue liste de témoins qui, pour diverses raisons officielles, sont morts dans des circonstances considérées comme suspectes dans les années qui ont immédiatement suivi l'assassinat. Bien qu'il soit normal, dans les enquêtes criminelles, que certains témoins décèdent avec le temps, le schéma et la fréquence de ces décès attirent l'attention, surtout lorsqu'ils sont associés à des témoignages de personnes affirmant avoir vu ou entendu quelque chose qui contredisait la version officielle. Pour de nombreux théoriciens du complot, ce phénomène représente plus qu'une simple coïncidence. Il s'agirait d'une opération délibérée de mise au silence visant à empêcher que des informations compromettantes ne soient révélées. Parmi les cas les plus connus figure celui de Dorothy Kilgallen, journaliste d'investigation et animatrice de télévision, qui avait obtenu une interview exclusive avec Jack Ruby, l'homme qui a tué Lee Harvey Oswald. Kilgallen avait déclaré publiquement qu'elle possédait des informations qui démêleraient tout le mystère entourant l'assassinat de JFK. Peu de temps après, en 1965, elle fut retrouvée morte dans son appartement, officiellement d'une overdose accidentelle de barbituriques et d'alcool, mais sans signes évidents de suicide. Ses notes sur l'affaire disparurent mystérieusement. Un autre nom souvent cité est celui de David Ferrie, pilote ayant des liens à la fois avec la mafia et avec des opérations anticastristes qui auraient connu Oswald. Ferrie fut convoqué à témoigner à la fin des années 1960, mais mourut quelques jours avant son audience, officiellement d'un anévrisme cérébral. Les critiques soulignent qu'il avait confié à des amis que sa vie était en danger et qu'il ne survivrait pas pour raconter tout ce qu'il savait. Il y a aussi le cas de Rose Cherami, qui, selon les registres de la police du Texas, aurait déclaré aux agents que JFK serait assassiné à Dallas 2 jours avant l'attentat. Elle mourut, renversée par une voiture, peu de temps après avoir fait cette déclaration. Plus énigmatique encore est la mort de Roger Craig, policier de Dallas qui affirma avoir vu Oswald monter dans une voiture juste après la fusillade, ce qui contredisait la version selon laquelle il s'était enfui à pied. Craig subit plusieurs tentatives d'intimidation, perdit son emploi et des années plus tard, fut retrouvé mort d'une blessure par balle, dans des circonstances décrites comme un suicide. Une enquête publiée par des chercheurs indépendants dans les années 1970 a identifié plus de 100 morts étranges de personnes liées directement ou indirectement à l'affaire Kennedy au cours des 15 premières années après le crime. Parmi les causes figuraient des accidents de voiture inhabituels, des chutes de hauteur, des blessures par balle et des empoisonnements. D'un point de vue statistique, selon cette enquête, la probabilité que tant de témoins clés meurent en si peu de temps était extrêmement faible. Bien que certains critiques affirment que ces décès pourraient être le fruit du hasard, le volume et la diversité des cas soutiennent la thèse complotiste. Un autre facteur alimentant les soupçons est le climat d'intimidation rapporté par certains témoins survivants. Il existe des récits de visites inattendues d'agents fédéraux, de menaces voilées pour ne pas trop parler, et de tentatives de discréditer publiquement toute personne
présentant des versions alternatives des faits. Cette atmosphère de peur et de pression, typique des régimes autoritaires, est inhabituelle dans une démocratie qui, en théorie, devrait privilégier la transparence dans une affaire aussi grave. L'impact de ce schéma de décès n'est pas seulement statistique ou lié à l'enquête. Il est aussi psychologique et symbolique. Pour le public, chaque mort suspecte renforce la perception qu'il existe une vérité cachée, protégée à tout prix. Plus que de réduire au silence des voix individuelles, l'élimination de témoins clés sert de message à tous ceux qui pourraient s'exprimer. Parler de l'affaire Kennedy peut être fatal. Ce récit, aussi sombre qu'il puisse paraître, est l'un des principaux moteurs qui maintiennent vivante encore aujourd'hui la conviction que l'assassinat de JFK a été orchestré par un réseau puissant, capable non seulement de tuer un président, mais aussi de contrôler l'histoire racontée à propos de sa mort. Lorsqu'on examine l'assassinat de John F. Kennedy sous l'angle des agences de renseignement et de sécurité des États-Unis, il devient inévitable d'analyser le rôle joué par le Federal Bureau of Investigation, FBI, et la Central Intelligence Agency, CIA. Toutes deux avaient, bien avant le 22 novembre 1963, un passé d'opérations secrètes, de surveillance intérieure et extérieure, et d'implication dans des actions souvent à l'abri du regard du public. Dans l'affaire Kennedy, ces institutions ont non seulement participé aux enquêtes, mais elles ont également contrôlé, filtré et, selon les critiques, manipulé le flux d'informations transmis à la commission Warren et au public. Le FBI, sous la direction de J. Edgar Hoover, surveillait déjà Lee Harvey Oswald avant l'attentat. Des documents ultérieurs ont révélé que l'agence possédait des dossiers détaillés sur ses déplacements, ses liens avec des groupes pro-Cuba et son voyage au Mexique quelques semaines avant l'assassinat. Cependant, ces informations n'ont pas été pleinement communiquées à la commission Warren. À la place, le FBI a présenté un récit renforçant la thèse d'Oswald comme « loup solitaire », sans approfondir d'éventuelles connexions avec d'autres personnes ou organisations. De plus, il existe des témoignages faisant état d'intimidation de témoins par des agents du FBI, en particulier ceux dont les déclarations suggéraient la possibilité de plusieurs tireurs ou d'une conspiration organisée. La CIA, quant à elle, était profondément impliquée dans des opérations contre Cuba au début des années 1960. Des plans pour assassiner Fidel Castro, des infiltrations dans des groupes anticastristes et des collaborations avec des éléments de la mafia afin d'atteindre des objectifs politiques faisaient partie du quotidien de l'agence. Certains de ces plans impliquaient exactement le type de formation, de logistique et d'armement pouvant être utilisés dans un attentat de haute précision comme celui de Dallas. Des documents déclassifiés des décennies plus tard ont confirmé qu'Oswald avait eu des contacts avec des individus liés à ces opérations, mais la CIA a nié toute liaison opérationnelle directe. Les critiques estiment que ce démenti pourrait avoir fait partie d'un effort délibéré visant à protéger l'agence d'un scandale susceptible de compromettre toute sa structure. Il y a aussi la question des enquêtes parallèles menées par les deux agences. Au lieu de coopérer pleinement avec la commission Warren, le FBI et la CIA ont mené leurs propres investigations, omettant souvent des résultats ou réinterprétant des preuves. La gestion des éléments de preuve est un exemple emblématique. Des pièces essentielles comme des enregistrements, des photographies et des documents ont été classées secrètes, avec des délais de divulgation s'étendant sur des décennies. Lorsque ces matériaux ont finalement été rendus publics, ils ont révélé des contradictions et des omissions qui, pour les partisans de la théorie du complot, renforcent l'hypothèse d'une dissimulation délibérée. Un autre point controversé est la présence d'Allen Dulles, ancien directeur de la CIA, et l'un des membres de la commission Warren. Dulles avait été renvoyé par Kennedy en 1961, après le fiasco de la baie des Cochons, mais de manière surprenante, il fut invité à rejoindre le groupe chargé d'enquêter sur la mort du président. Pour les critiques, la présence de Dulles représentait un évident conflit d'intérêts, puisqu'il avait des raisons personnelles et institutionnelles de protéger la réputation de l'agence. Les liens indirects entre l'appareil de renseignement et de possibles suspects soulèvent également des questions. La relation de Jack Ruby avec des figures du milieu criminel qui, à leur tour, avaient déjà collaboré avec la CIA dans des opérations contre Cuba, en est un exemple. Le fait que Ruby ait pu accéder directement à Oswald à l'intérieur d'un commissariat plein de policiers suggère au minimum de graves défaillances de sécurité et pour certains,
une dissimulation active visant à éliminer le principal accusé avant qu'il ne puisse s'exprimer publiquement. Pour les défenseurs de la version officielle, les manquements et omissions du FBI et de la CIA peuvent s'expliquer par des rivalités bureaucratiques, un excès de zèle dans la protection des informations classifiées et le chaos naturel qui suit des événements d'une telle ampleur historique. Pour les conspirationnistes, en revanche, ces actions ou leur absence forment un tableau clair d'obstruction coordonnée visant à protéger non seulement des individus, mais aussi toute la structure du pouvoir qui aurait pu être compromise si la vérité avait éclaté. En fin de compte, l'action de ces agences n'a pas seulement échoué à dissiper les doutes sur l'assassinat, elle est devenue l'un des piliers centraux des théories pointant vers un complot de haut niveau. La relation entre l'assassinat de John F. Kennedy et la mafia américaine est l'un des chapitres les plus obscurs et fascinants de cette affaire. Au début des années 1960, le crime organisé aux États-Unis était à l'apogée de son pouvoir, contrôlant des casinos, des syndicats, des réseaux de contrebande et des opérations illicites qui s'étendaient de Las Vegas à New York, en passant par des villes stratégiques comme Chicago et la Nouvelle-Orléans. Plusieurs chefs mafieux avaient des liens directs ou indirects avec des politiciens, des hommes d'affaires et, selon des documents révélés ultérieurement, même avec certains secteurs du renseignement américain. C'est dans ce contexte que naissent des théories suggérant que la mafia non seulement avait des raisons de souhaiter la mort de Kennedy, mais pourrait aussi avoir joué un rôle central dans la planification et l'exécution de l'attentat. L'un des facteurs qui alimente cette hypothèse est l'histoire familiale et politique des Kennedy. Joseph P. Kennedy, le père du président, fut accusé d'avoir entretenu des relations commerciales et politiques avec des figures du milieu pendant la Prohibition, une période où la contrebande d'alcool était une activité extrêmement lucrative pour la mafia. Bien que ces liens aient diminué avec le temps, ils auraient ouvert la voie à des alliances de circonstances qui, des années plus tard, auraient pu se transformer en rivalité fatale. Au début de la campagne présidentielle de 1960, des rumeurs laissaient entendre que des chefs mafieux tels que Sam Giancana à Chicago et Carlos Marcello à la Nouvelle-Orléans auraient collaboré discrètement pour garantir des votes en faveur de Kennedy, notamment dans des États clés comme l'Illinois. En échange, on s'attendait à ce que le futur président allège la pression judiciaire et les enquêtes contre le crime organisé. Ce qui s'est produit, cependant, fut l'inverse. Une fois élu, le nouveau gouvernement nomma Robert F. Kennedy, le frère du président, procureur général. Robert lança une offensive agressive contre la mafia, utilisant toutes les ressources disponibles du département de la justice pour démanteler ses opérations. En quelques années, des centaines de poursuites pénales furent engagées, des dirigeants importants inculpés, et le réseau d'influence mafieux commença à être exposé comme jamais auparavant. Cette trahison perçue créa un climat de profond ressentiment. Carlos Marcello, en particulier, fut expulsé vers le Guatemala sur ordre de Robert Kennedy, dans une opération humiliante qu'il jura de venger. Selon les déclarations d'informateurs du FBI, Marcello aurait explicitement affirmé que la seule façon d'arrêter Robert était de retirer son frère de la présidence. Cette phrase, consignée dans des rapports officiels, est l'un des éléments qui soutiennent l'hypothèse selon laquelle la mafia aurait pu ordonner ou faciliter l'assassinat. Les liens entre Oswald et des individus liés au crime organisé attirent également l'attention. Jack Ruby, qui tua Oswald, avait des liens évidents avec des figures du milieu à Dallas et à la Nouvelle-Orléans, y compris une implication dans la contrebande et dans des clubs nocturnes contrôlés par des mafieux. Ruby n'était pas un criminel de haut rang, mais il possédait suffisamment de contacts pour agir comme intermédiaire dans des situations délicates. Le fait qu'il ait réussi à entrer armé dans un commissariat et à tirer sur Oswald devant les caméras de télévision est pour beaucoup un signe qu'il bénéficiait d'une couverture ou, à tout le moins, de facilité de la part des autorités locales. En outre, des enquêtes ultérieures du comité spécial de la Chambre des représentants des États-Unis sur les assassinats dans les années 1970 conclurent qu'il existait une forte probabilité que la mafia ait été impliquée dans l'assassinat de JFK, même s'il n'a pas été possible de prouver juridiquement cette implication. Le comité souligna que la combinaison de rancunes personnelles, d'intérêts menacés et de connexions opérationnelles faisait du crime organisé un suspect plausible. Pour les partisans de cette théorie, la mafia n'a pas agi seule, mais aurait fait partie d'une alliance informelle avec des éléments de la CIA et des groupes anticastristes,
tous unis par l'objectif commun d'éliminer Kennedy. Cette union d'intérêts aurait fourni la logistique, les ressources humaines formées et l'infrastructure nécessaire pour exécuter un attentat précis et garantir que les participants directs soient réduits au silence ou protégés. Pour d'autres, cette théorie n'est qu'une pièce supplémentaire du puzzle, mais combinée aux autres, elle renforce l'idée que la mort de JFK n'a pas été un acte isolé, mais le résultat d'un réseau de pouvoir souterrain où la politique et le crime se confondent. Aucun élément de la politique étrangère de John F. Kennedy n'a été aussi explosif et lourd de conséquences que sa relation avec Cuba et son dirigeant, Fidel Castro. Située à seulement 145 km des côtes de la Floride, l'île des Caraïbes avait connu, en 1959, une révolution qui renversa Fulgencio Batista, un dictateur soutenu par les États-Unis, et instaura un régime communiste aligné sur l'Union soviétique. Pour Washington, cette transformation n'était pas seulement une défaite diplomatique, c'était l'installation d'un avant-poste soviétique pratiquement dans son propre arrière-cour, en pleine guerre froide. Lorsque Kennedy prit ses fonctions en 1961, il hérita de Dwight Eisenhower un plan secret élaboré par la CIA pour renverser Castro, l'invasion de la baie des Cochons. L'opération consistait à former et armer des exilés cubains pour envahir l'île et provoquer un soulèvement populaire. Kennedy autorisa la mission mais imposa des restrictions, comme l'utilisation limitée des forces aériennes américaines, dans le but de maintenir l'action discrète et d'éviter une confrontation directe avec Moscou. Le résultat fut un désastre militaire et politique. Les envahisseurs furent rapidement vaincus par les forces de Castro, qui consolida encore davantage son pouvoir et se rapprocha encore plus de l'Union soviétique. L'échec de la baie des Cochons eut deux effets immédiats. Il humilia le gouvernement Kennedy aux yeux du monde et fit du président l'ennemi personnel de Fidel Castro. Pour Cuba, il ne faisait plus aucun doute que les États-Unis cherchaient à renverser violemment son gouvernement. Pour les services de renseignement américains, l'épisode fut une leçon amère. Castro ne serait pas facilement destitué et il faudrait adopter des méthodes plus subtiles ou plus extrêmes pour le neutraliser. Dans les années suivantes, la CIA, avec l'aval du gouvernement américain, lança une série d'opérations secrètes visant à assassiner Castro. Ces plans, aujourd'hui documentés, allaient des attaques directes de tireurs d'élite à des projets insolites, comme des cigares empoisonnés ou des vêtements imprégnés de toxines. Parallèlement, des groupes d'exilés cubains à Miami, furieux de l'échec de la baie des Cochons, continuaient à comploter contre la Havane, souvent avec un soutien indirect de certains secteurs du renseignement et même de figures du crime organisé. La situation atteignit son apogée en 1962, lors de la crise des missiles, lorsque des avions de reconnaissance américains détectèrent l'installation de missiles nucléaires soviétiques sur le sol cubain. Le monde se trouva au bord d'une guerre nucléaire pendant 13 jours, jusqu'à ce que Kennedy et le dirigeant soviétique, Nikita Khrouchtchev, parviennent à un accord. Moscou retirerait ses missiles de Cuba et Washington s'engagerait à ne pas envahir l'île, tout en retirant secrètement ses missiles de Turquie. Bien que le président américain sortit de cette crise avec l'image d'un dirigeant ferme et rationnel, pour beaucoup à Cuba, y compris Castro, l'épisode renforça une hostilité irréconciliable. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'une des théories du complot les plus persistantes, celle selon laquelle Fidel Castro aurait ordonné ou facilité l'assassinat de Kennedy par vengeance. Cette hypothèse repose sur des témoignages de défecteurs cubains et des rapports de renseignement suggérant que des agents de la Havane connaissaient en détail les déplacements de Kennedy et auraient pu collaborer avec des individus prêts à exécuter l'attentat. Pour ses partisans, il s'agirait d'un règlement de compte direct contre l'homme qui avait tenté de renverser le gouvernement cubain et d'éliminer physiquement son dirigeant. D'un autre côté, certains chercheurs estiment que cette théorie a pu être délibérément alimentée par des secteurs américains afin de justifier des actions plus agressives contre Cuba ou de détourner l'attention d'autres coupables. Des documents déclassifiés montrent que, juste après l'assassinat, des hauts responsables du gouvernement Johnson craignaient qu'une accusation directe contre la Havane ne mène à une guerre, et auraient donc étouffé des pistes allant dans ce sens. Le lien entre Cuba et l'affaire Kennedy se renforce également avec la figure de Lee Harvey Oswald. Comme mentionné précédemment, quelques semaines avant l'attentat, il aurait visité l'ambassade de Cuba au Mexique, supposément pour demander un visa d'entrée sur l'île.
Les raisons de cette visite et ce qui y fut discuté restent entourés d'incertitudes. Pour certains, c'est la preuve d'un lien. Pour d'autres, ce n'est qu'une coïncidence exploitée politiquement. Qu'il s'agisse d'un élément réel d'un complot ou d'une distraction commode, le facteur Cuba occupe une place centrale dans la toile de théorie autour de la mort de JFK. Pour ceux qui croient à la vengeance, la mort du président aurait été la réponse calculée d'un adversaire qui connaissait la fragilité des défenses intérieures américaines et savait comment exploiter ces divisions. Pour les sceptiques, c'est un scénario qui, bien que plausible dans le climat d'hostilité de l'époque, manque de preuves directes, mais qui continue encore aujourd'hui à alimenter l'imaginaire complotiste. Lorsqu'on analyse l'assassinat de John F. Kennedy sous un angle économique et stratégique, l'un des points les plus souvent évoqués est le rôle du complexe militaro-industriel, un terme popularisé par l'ancien président Dwight D. Eisenhower pour décrire l'alliance d'intérêts entre l'industrie de l'armement, le haut commandement militaire, et des politiciens influents. Dans les années 1960, cette structure générait des milliards de dollars et dépendait directement de la poursuite des conflits, ou à tout le moins, du maintien d'un climat de tension internationale justifiant des dépenses massives en armement et en opérations militaires. Dans ce contexte, les politiques de Kennedy, en particulier concernant le Vietnam, pouvaient menacer des intérêts financiers considérables. Lorsque JFK est arrivé à la présidence, la présence américaine au Vietnam était relativement limitée, composée principalement de conseillers militaires envoyés pour soutenir le gouvernement sud-vietnamien contre la guérilla communiste du Viet Cong. Bien qu'il y ait eu une pression de la part des généraux et conseillers pour accroître l'engagement direct, Kennedy se montrait prudent. Dans ses discours et réunions internes, il indiquait ne pas vouloir transformer le Vietnam en un autre bourbier, comme la guerre de Corée. En 1963, quelques mois avant sa mort, il a signé le National Security Action Memorandum 263 qui prévoyait le retrait progressif de 1000 soldats américains du Vietnam d'ici la fin de l'année, ainsi que la possibilité d'un retrait total d'ici 1965, si la situation le permettait. Pour le complexe militaro-industriel, cette perspective représentait une menace directe. La guerre en Asie du Sud-Est était perçue par de nombreux dirigeants et stratèges comme inévitable et, plus encore, lucrative. Les grandes entreprises de défense étaient déjà prêtes à fournir hélicoptères, avions, munitions, uniformes et une vaste gamme d'équipements. Chaque contrat annulé ou reporté signifiait des milliards de dollars perdus. Après l'assassinat de Kennedy, la politique vietnamienne a rapidement changé. Son successeur Lyndon B. Johnson a inversé la tendance au retrait et a lancé une escalade militaire massive, notamment après le controversé incident du golfe du Tonkin en 1964. En quelques années, le nombre de soldats américains au Vietnam est passé de quelques dizaines de milliers à plus d'1 demi-million, et les contrats d'armement ont explosé. Des entreprises comme Bell Helicopter, General Dynamics, Dow Chemical et bien d'autres ont vu leurs bénéfices atteindre des niveaux records, consolidant le Vietnam comme la plus grande entreprise militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Les partisans de la théorie du complot affirment que ce changement brutal n'est pas une coïncidence. Selon eux, l'élimination de Kennedy a ouvert la voie à une politique étrangère plus agressive, alignée sur les intérêts de généraux influents et de grands fabricants d'armes. L'assassinat n'aurait donc pas été seulement un acte politique, mais également un investissement visant à garantir que la guerre ait lieu et que des contrats de plusieurs milliards de dollars soient signés. Il y a aussi l'aspect de l'alliance tacite entre militaires et services de renseignement. Des documents et témoignages indiquent que la CIA et le Pentagone étaient profondément impliqués dans des opérations au Vietnam et dans des pays voisins, souvent sans l'approbation formelle du Congrès. En montrant son intention de réduire l'intervention, Kennedy interférait directement avec le modus operandi de ces institutions. Pour certains analystes, cela l'a placé sur la liste des dirigeants gênants, pour lesquels des solutions drastiques pouvaient être envisagées. Bien qu'il n'existe aucune preuve définitive liant le complexe militaro-industriel à l'assassinat de JFK, le schéma observé est révélateur. Un président qui prônait la réduction de l'engagement militaire est remplacé par un autre qui favorise l'escalade. Des entreprises et des généraux qui étaient sur le point de perdre influence et profit deviennent des bénéficiaires directs du changement. Et une guerre qui aurait pu être évitée se transforme en un conflit prolongé, coûtant des millions de coups, vies et générant des fortunes incalculables.
Pour ceux qui adhèrent à cette hypothèse, la mort de Kennedy n'a pas seulement marqué la fin d'un dirigeant charismatique, mais aussi l'élimination calculée d'un obstacle à un agenda de guerre déjà prêt à être appliqué. Le Vietnam, dans ce scénario, ne serait que le premier grand exemple de la manière dont la combinaison de politique, d'industrie et d'intérêts stratégiques peut façonner et même éliminer le leadership d'une nation. Parmi toutes les théories du complot sur l'assassinat de John F. Kennedy, peu sont aussi controversées que celles qui suggèrent que Lyndon B. Johnson, LBJ, son vice-président et successeur immédiat, aurait directement bénéficié et même participé à la conspiration qui a conduit à la mort du président. Cette hypothèse se construit à partir d'une combinaison de contextes politiques, d'intérêts personnels et de témoignages de proches, formant un tableau que, pour certains, il est difficile d'ignorer. En 1963, Johnson se trouvait dans une position politique délicate. Bien qu'il fût officiellement le deuxième homme le plus puissant du pays, son rôle dans l'administration Kennedy était limité. Les différences entre lui et le président étaient profondes, tant en style qu'en priorité politique. JFK, jeune et charismatique, représentait une nouvelle génération de leadership, tandis que LBJ était un politicien texan vétéran avec des décennies d'expérience au Sénat et un profil plus traditionnel. De plus, Johnson faisait face à de graves problèmes juridiques et politiques, liés à des accusations de corruption et de favoritisme qui menaçaient sa carrière et pouvaient même conduire à son retrait de la candidature pour la réélection de 1964. Un autre point souvent cité est le lien de Johnson avec des figures influentes du Texas, y compris des hommes d'affaires, des magnates du pétrole et des dirigeants politiques locaux qui, selon certains enquêteurs, étaient mécontents de certaines politiques de Kennedy, notamment dans les domaines fiscal et énergétique. JFK avait annoncé des changements susceptibles d'affecter directement les bénéfices de l'industrie pétrolière texane, l'un des piliers de l'économie locale et de la base politique de Johnson. En outre, LBJ lui-même avait des liens profonds avec l'appareil politique et policier du Texas, ce qui, selon les partisans de cette théorie, aurait pu faciliter la logistique d'un attentat à Dallas. Le comportement de Johnson dans les heures et les jours qui ont suivi l'assassinat est également sujet à spéculation. Des images et des récits montrent qu'il a maintenu une posture de contrôle et de rapidité dans la transition du pouvoir, prêtant serment comme président seulement 2 heures après la mort de Kennedy à bord de l'Air Force One, avec Jacqueline Kennedy portant encore son tailleur ensanglanté. Pour certains, cette précipitation était nécessaire pour éviter un vide de pouvoir. Pour d'autres, c'était le signe qu'il était déjà prêt à prendre les rênes. Il existe également des témoignages controversés, comme celui de Madeleine Duncan Brown, qui affirmait avoir été la maîtresse de Johnson. Dans des interviews et dans le livre qu'elle a publié, elle a déclaré que la veille de l'assassinat, LBJ aurait dit « Après-demain, ces Kennedy ne m'humilieront plus. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. » Bien qu'aucune preuve documentaire ne corrobore cette affirmation, elle est souvent citée dans les cercles complotistes comme preuve que Johnson savait quelque chose. Le House Select Committee on Assassination, dans les années 1970, n'a trouvé aucune preuve directe liant Johnson au crime, mais a reconnu que des figures proches de lui, y compris des amis et des soutiens politiques au Texas, pouvaient avoir eu des liens avec des individus suspects. La relation de LBJ avec J. Edgar Hoover, directeur du FBI et ami de longue date, est également considérée comme pertinente. Hoover contrôlait des informations sensibles et pouvait avoir influencé le cours de l'enquête afin de protéger ses alliés. Pour ceux qui rejettent cette théorie, l'association entre Johnson et l'assassinat de JFK repose sur des coïncidences et des interprétations biaisées d'événements et de déclarations. Pour ceux qui y croient, la combinaison du mobile, bénéfices politiques et personnels, de l'opportunité, proximité géographique et influence au Texas, et des connexions avec des hommes d'affaires, des politiciens et des chefs de la sécurité, suffit à considérer au minimum que le nouveau président non seulement a bénéficié de la tragédie, mais a aussi pu faire partie de sa mécanique occulte, parmi toutes les hypothèses sur l'assassinat de John F. Kennedy, aucune n'est aussi emblématique et persistante que celle du second tireur, largement associée à la zone connue sous le nom de Grassy Knoll, une petite élévation herbeuse située à droite de la trajectoire du cortège présidentiel à Dealey Plaza. Dès le premier jour,
Des dizaines de témoins ont affirmé avoir entendu des coups de feu provenant de cette direction, et certains ont même rapporté la présence d'hommes armés ou de silhouettes suspectes derrière la clôture en bois délimitant le sommet de la colline. Ces déclarations, bien qu'enregistrées, ont été systématiquement minimisées par la commission Warren, qui a insisté sur le récit d'un seul tireur, posté au 6e étage du Texas School Book Depository, derrière le véhicule. Le Grassy Knoll offrait des avantages stratégiques qui intriguent encore les enquêteurs indépendants. La position surélevée et proche de la route du cortège offrait un angle de tir frontal qui pourrait avoir été responsable de la blessure mortelle à la tête de Kennedy, notamment si l'on considère que, dans le film de Zapruder, le président semble projeté vers l'arrière et vers la gauche au moment de l'impact. Pour les experts qui remettent en question la théorie officielle, ce mouvement serait plus compatible avec un tir frontal qu'avec un tir venant de l'arrière. De plus, l'emplacement permettait une fuite rapide à travers les zones boisées et vers un parking adjacent, facilitant ainsi le retrait de tout participant. Plusieurs témoins clés renforcent cette possibilité. L'agente de police Jean Hill, par exemple, a déclaré avoir vu de la fumée sur le Grassy Knoll juste après les coups de feu. Le cheminot Lee Bowers, posté dans une tour de contrôle voisine, a indiqué avoir observé des mouvements inhabituels de 2 hommes dans la zone de la clôture peu avant l'attentat. Il y a également le témoignage d'Ed Hoffman, un homme sourd qui affirma avoir vu un tireur recevoir une arme d'un autre individu et se cacher rapidement après les tirs. Bien que chaque témoignage puisse être contesté individuellement, leur ensemble forme un schéma que beaucoup jugent impossible à ignorer. L'analyse acoustique réalisée à la fin des années 1970 par le House Select Committee on Assassination a ajouté du poids à cette hypothèse. En se basant sur les enregistrements radio de la police de Dallas effectués au moment du crime, les experts ont conclu qu'il y avait une forte probabilité que 4 coups de feu aient été tirés, dont un provenant du Grassy Knoll. Cette conclusion a ensuite été contestée par d'autres scientifiques, mais elle a marqué la première fois qu'une enquête officielle reconnaissait la possibilité réelle de plus d'un tireur. La controverse implique également des photographies prises au moment du crime, comme la célèbre image de Mary Moorman, que certains chercheurs pensent montrer une silhouette armée derrière la clôture. Les agrandissements et améliorations numériques de ces images suscitent de vifs débats. Pour certains, elles révèlent clairement la silhouette d'un homme. Pour d'autres, il ne s'agit que d'ombres et d'illusions d'optique créées par le grain du film. La théorie du second tireur ne se limite pas au Grassy Knoll. Certains enquêteurs suggèrent la présence d'un 3e point de tir, possiblement dans le Daltex Building, situé en face du Texas School Book Depository. Cette hypothèse s'appuie sur des récits d'échos sonores et sur la complexité des blessures subies par Kennedy et par le gouverneur Connally, qui pourraient s'expliquer par de multiples angles de tir. Quelle que soit la vérité, le Grassy Knoll est devenu un symbole du mystère entourant la mort de JFK. Aujourd'hui encore, les visiteurs de Dallas se rassemblent sur les lieux, beaucoup étant convaincus que c'est de là qu'est parti le tir fatal. Pour les partisans des théories du complot, le refus des autorités d'enquêter sérieusement sur cette possibilité est l'un des plus grands indices que l'affaire a été, dès le début, façonnée pour protéger les véritables coupables. Pour les défenseurs de la version officielle, en revanche, il s'agit d'un mythe alimenté par la confusion du moment et par la tendance humaine à chercher des intrigues complexes pour expliquer des événements traumatisants. Mais le fait est que, plus d'un demi-siècle plus tard, le Grassy Knoll continue de projeter son ombre sur l'histoire américaine, comme une scène silencieuse qui a peut-être été le témoin du coup de feu le plus célèbre et débattu du XXe siècle. Quelques heures seulement après les tirs qui ont tué John F. Kennedy, la couverture médiatique commençait déjà à façonner la perception publique des événements. Et selon de nombreux analystes, ce cadrage initial n'était pas seulement le fruit du chaos informationnel naturel d'un événement traumatisant, mais le résultat d'une orientation consciente qui a contribué à consolider la version officielle avant même qu'une enquête approfondie ne commence. La manière dont les journaux, les stations de radio et surtout la télévision ont rapporté l'affaire a joué un rôle crucial dans la formation d'un récit pointant rapidement vers un seul coupable, Lee Harvey Oswald. Le premier point à considérer est la rapidité et l'uniformité avec lesquelles l'image d'Oswald a été diffusée. En quelques heures, son nom, sa photo et son passé ont commencé à circuler sur tous les canaux de communication, accompagnés de descriptions le présentant comme un sympathisant communiste
et un homme instable. Pour beaucoup, il semblait que le profil du tireur isolé était prêt à être diffusé avant même que les preuves ne soient rassemblées. Cette rapidité a amené certains critiques à se demander s'il n'existait pas un dossier préexistant prêt à être utilisé, ou du moins un effort coordonné entre agences gouvernementales et rédactions pour donner cohésion à une version spécifique des faits. Un autre aspect important fut la sélection des témoignages diffusés au public. Les récits confirmant l'hypothèse de plusieurs tireurs ou pointant vers le Grassy Knoll ont reçu peu ou pas d'attention dans la presse nationale, tandis que les déclarations conformes à la version officielle étaient répétées et renforcées. La concentration des médias sur des éléments visuels spectaculaires, comme le fusil retrouvé dans le Texas School Book Depository, a contribué à créer un sentiment de preuve concluante, même lorsque des détails techniques faisaient encore débat. Le contrôle de l'information s'est également manifesté dans l'accès aux images les plus sensibles, comme le film de Zapruder. Vendu au magazine Life, quelques heures après le crime, l'enregistrement a été gardé hors de portée du public pendant plus d'une décennie, n'étant montré que sous forme de clichés fixes sélectionnés. Cela a non seulement retardé les analyses indépendantes, mais a également empêché la population de voir dans son intégralité le moment de l'impact fatal, une scène qui, lorsqu'elle fut enfin diffusée à la télévision en 1975, raviva les doutes sur la trajectoire de la balle et la possibilité d'un second tireur. Il existe également des preuves de coopération étroite entre les agences de renseignement et les médias. Des documents déclassifiés ces dernières décennies révèlent que, pendant la guerre froide, la CIA entretenait des relations avec des journalistes et des rédacteurs de grands médias, dont certains collaboraient de manière informelle à des campagnes de désinformation. Bien qu'aucune preuve définitive ne démontre que ce mécanisme ait été utilisé spécifiquement dans l'affaire Kennedy, le schéma historique indique que l'agence possédait les moyens et les connexions nécessaires pour influencer la couverture lors de crises nationales. Le ton émotionnel de la couverture fut également un facteur déterminant. En mettant l'accent sur les images de deuil national, la douleur de Jacqueline Kennedy et l'investiture rapide de Lyndon B. Johnson, la presse a contribué à créer un climat d'urgence et de clôture narrative. Un coupable était identifié, le pays devait aller de l'avant, et prolonger le débat pouvait être perçu comme un manque de respect envers la mémoire du président. Cette approche, même involontaire, a favorisé la fermeture rapide du débat public sur les alternatives à la version officielle. Pour les partisans de la théorie du complot, la manipulation médiatique n'était pas seulement une coïncidence ou un reflet des limites journalistiques de l'époque, mais un rouage actif du camouflage. L'uniformité du discours, l'omission de détails gênants et le contrôle des preuves visuelles seraient des signes que les grands réseaux d'information ont travaillé, volontairement ou non, à protéger des intérêts supérieurs. Pour les sceptiques, en revanche, le phénomène peut s'expliquer par le choc national, la pression pour obtenir rapidement des informations et la difficulté de gérer en temps réel plusieurs récits contradictoires. Le fait est que, dans un pays où la liberté de la presse est un pilier fondamental, l'affaire JFK montre comment, en période de crise, les médias peuvent cesser d'être de simples observateurs pour devenir des acteurs à part entière de l'histoire. Que ce soit par alignement politique, pression institutionnelle ou simple dynamique de marché, la manière dont l'histoire a été racontée a façonné la mémoire collective et contribué à transformer un crime complexe en une version simplifiée et peut-être incomplète des événements. Au fil des décennies, l'une des plus grandes sources d'alimentation des théories du complot sur l'assassinat de John F. Kennedy a été le fait que des milliers de documents liés à l'affaire sont restés classifiés, hors de portée du public. Depuis 1963, des rapports, mémos, enregistrements, photographies et transcriptions ont été maintenus secrets par le FBI, la CIA et d'autres agences gouvernementales, au motif que leur contenu pourrait compromettre la sécurité nationale ou exposer des opérations de renseignement toujours en cours. Cette politique de secret, loin de dissiper les doutes, n'a fait que renforcer la conviction qu'il y avait quelque chose à cacher. La pression populaire pour la publication de ces archives a augmenté au fil des ans, notamment après le film JFK d'Oliver Stone, sorti en 1991, qui a exposé à des millions de spectateurs l'idée d'une conspiration de haut niveau. L'indignation publique a conduit à la création du JFK Assassination Records Collection Act,
signée par le président George H.W. Bush en 1992. Cette loi exigeait que tous les documents relatifs à l'assassinat soient réunis et rendus publics avant le 26 octobre 2017, sauf dans des cas exceptionnels où le président des États-Unis autorisait leur maintien sous scellé. À partir de là, des millions de pages ont été progressivement déclassifiées, révélant des détails jusqu'alors inconnus. Parmi les révélations les plus commentées figurent des documents confirmant que la CIA surveillait Lee Harvey Oswald bien avant l'attentat, y compris son voyage en Union soviétique et ses visites à l'ambassade de Cuba au Mexique. D'autres documents indiquent que des personnalités liées à la mafia faisaient l'objet d'enquêtes parallèles pouvant avoir un lien indirect avec l'assassinat. On a également dévoilé des rapports de renseignement suggérant que des gouvernements étrangers, comme ceux de Cuba et de l'Union soviétique, disposaient d'informations préliminaires sur la mort de JFK quelques heures seulement après les faits, ce qui, pour certains, indique une connaissance préalable. Cependant, même avec cette ouverture, une part importante des archives reste classifiée ou a été publiée avec de larges caviardages, des sections entières masquées par des barres noires. Les raisons officielles avancées incluent la protection de l'identité d'agents encore en vie, la préservation des méthodes de renseignement et la prévention de répercussions diplomatiques. Pour les critiques, il s'agit d'une excuse commode pour éviter que des détails compromettants sur les actions d'agences américaines ou de gouvernements étrangers ne soient révélés. En 2017, le président de l'époque, Donald Trump, a publié des milliers de nouveaux documents, mais a également autorisé que des centaines restent secrets, cédant aux demandes du FBI et de la CIA. La même chose s'est produite en 2021 et 2022 sous l'administration de Joe Biden, qui a libéré davantage de fichiers, mais en a maintenu certains sous scellé. Cela alimente la perception que, plus de 6 décennies après le crime, des pièces cruciales du puzzle sont encore délibérément dissimulées. Parmi les révélations les plus intrigantes de ces archives figurent des références à des opérations d'assassinat planifiées contre des dirigeants étrangers, des preuves d'infiltration d'agents américains dans des groupes politiques internes et des notes internes remettant en cause la crédibilité de certains témoins utilisés par la commission Warren. On trouve également des documents décrivant des contacts inexpliqués entre Oswald et des personnes ayant des liens connus avec le renseignement américain et étranger. Des éléments qui, pour beaucoup, renforcent l'idée qu'il n'était pas seulement un loup solitaire. Pour les partisans de la théorie officielle, le contenu publié à ce jour n'apporte pas de preuve définitive d'une conspiration. Pour les critiques, en revanche, la simple existence d'autant de matériel dissimulé pendant si longtemps constitue en soi une preuve circonstancielle qu'il y a des vérités gênantes à protéger. Dans l'imaginaire complotiste, les documents encore sous scellé pourraient contenir non seulement des détails sur la logistique du crime, mais aussi les noms des commanditaires, des connexions internationales et la confirmation que l'assassinat de JFK faisait partie d'un plan plus vaste visant à changer le cours politique des États-Unis. Plus d'une décennie après la mort de John F. Kennedy, la méfiance du public envers la version officielle était devenue si grande que le Congrès des États-Unis décida de rouvrir l'affaire. En 1976, le House Select Committee on Assassination, HSCA, fut créé, avec pour mission d'enquêter non seulement sur l'assassinat de JFK, mais aussi sur celui de Martin Luther King Jr. Le comité fut motivé en partie par la révélation de nouvelles preuves, par la pression de journalistes d'investigation et par l'impact qu'eut sur l'opinion publique la diffusion complète du film Zapruder lorsqu'il fut enfin montré à la télévision en 1975. Le HSCA mena une enquête approfondie, revisitant des témoignages, analysant des preuves balistiques et recueillant de nouvelles dépositions. L'une des conclusions les plus controversées du comité fut que Kennedy avait probablement été victime d'une conspiration. Cette affirmation reposait principalement sur une analyse acoustique d'un enregistrement radio de la police de Dallas qui aurait capté des sons compatibles avec 4 coups de feu, alors que, selon la version officielle, seulement 3 tirs auraient été effectués par Lee Harvey Oswald. Si cette analyse était correcte, cela signifierait qu'il y avait au moins un second tireur. Le rapport final, publié en 1979, reconnut qu'Oswald avait probablement tiré sur le président, mais conclut qu'il y avait une forte probabilité qu'une autre personne ait également tiré. Cependant, le comité ne put identifier qui aurait pu être ce second tireur,
ni désigner de manière concluante quel groupe ou individu aurait pu participer à la conspiration. Fait intéressant, le HSCA mentionna la mafia comme l'un des possibles acteurs, suggérant que le crime aurait pu résulter d'une alliance entre des éléments du crime organisé et des individus mécontents de la politique de Kennedy. Malgré son importance, le travail du HSCA ne fut pas exempt de critiques. De nombreux experts mirent en doute la validité de la preuve acoustique, soulignant de possibles erreurs d'interprétation et des incohérences dans la synchronisation de l'audio avec les événements enregistrés dans le film Zapruder. Des décennies plus tard, de nouvelles analyses indépendantes remettraient en question la fiabilité de cette preuve sonore, arguant que les bruits captés pourraient ne pas avoir été des coups de feu. Au-delà de la controverse sur les tirs, le HSCA mit également au jour des documents et témoignages indiquant de graves lacunes dans les enquêtes précédentes. Il fut révélé, par exemple, que le FBI et la CIA n'avaient pas fourni toutes les informations pertinentes à la commission Warren, omettant des détails sur les activités d'Oswald et sur des opérations clandestines pouvant être liées à l'affaire. Cette constatation renforça le soupçon qu'il y eut, au minimum, une dissimulation partielle de la part des agences de renseignement. L'impact du comité fut double. D'une part, il apporta une validation officielle à ce que des millions d'Américains soupçonnaient déjà, que la mort de JFK n'était pas le résultat d'un acte isolé. D'autre part, il laissa la population frustrée de ne pas identifier clairement les responsables. Le résultat fut un renforcement de la culture de méfiance envers le gouvernement et l'émergence de nouvelles théories, désormais appuyées par le fait qu'un organe officiel du Congrès reconnaissait la possibilité d'une conspiration. Pour les partisans des théories du complot, le HSCA fut la preuve que la vérité se rapprochait davantage du récit de plusieurs tireurs que de l'histoire du loup solitaire présenté en 1964. Pour les sceptiques, le rapport représenta un progrès, mais n'apporta pas de preuves définitives, laissant l'affaire bloquée dans un entre-deux entre preuves circonstancielles et absence de confirmation irréfutable. Ce qui devint clair, c'est que, même avec de nouvelles enquêtes, la mort de Kennedy demeurait entourée de mystères. Un mystère qui, près de 2 décennies après le crime, restait aussi vif et controversé que le jour où les coups de feu retentirent à Dealey Plaza. L'assassinat de John F. Kennedy est probablement l'événement le plus étudié, débattu et réinterprété de l'histoire moderne des États-Unis. En 6 décennies, des dizaines de théories ont émergé pour tenter d'expliquer qui aurait été le véritable commanditaire ou, au moins, quelle force aurait pu bénéficier de sa mort. Certaines de ces hypothèses sont hautement spéculatives, tandis que d'autres reposent sur des documents, des témoignages et des schémas historiques qui attirent l'attention d'enquêteurs sérieux. Ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'aucune n'a été définitivement prouvée ni totalement écartée, ce qui maintient l'affaire dans un terrain fertile de doutes et de soupçons. Torsinder, la théorie du second tireur. Probablement la plus célèbre de toutes, elle soutient que Lee Harvey Oswald n'a pas été le seul à tirer sur Kennedy. Cette idée s'appuie principalement sur des témoignages indiquant des tirs venant du Grassy Knoll, devant la voiture présidentielle, et sur l'analyse de films et de photographies qui suggéreraient de multiples directions de tir. En 1979, le House Select Committee on Assassinations a donné une certaine légitimité à cette hypothèse, en concluant qu'il y avait une forte probabilité d'un second tireur. 2. Conspiration de la mafia. La théorie selon laquelle le crime organisé aurait participé à l'attentat s'appuie sur l'historique de conflits entre les frères Kennedy et des parrains mafieux, tels que Sam Giancana et Carlos Marcello. Après avoir prétendument aidé la campagne de JFK en 1960, ces dirigeants se seraient sentis trahis par les offensives judiciaires de Robert Kennedy en tant que procureur général. Des témoignages et des documents déclassifiés indiquent que des figures du milieu avaient à la fois le mobile et les moyens d'exécuter l'assassinat. 3. Opération de la CIA. Cette hypothèse avance que des factions au sein de la CIA, mécontentes de la gestion de Kennedy concernant Cuba et le Vietnam, auraient organisé ou facilité l'assassinat. Les plans ratés pour tuer Fidel Castro, le retrait de Kennedy après la baie des Cochons et ses intentions de retirer des troupes du Vietnam sont cités comme déclencheurs de la rupture interne. Les documents publiés ces dernières décennies montrent que l'agence surveillait Oswald et connaissait ses activités peu avant le crime, ce qui alimente les soupçons. 4. Implication de Lyndon B. Johnson.
Cette théorie repose sur de supposés intérêts politiques et personnels du vice-président, qui hérita du poste après la mort de JFK. Johnson faisait face à des enquêtes pour corruption et avait des liens profonds avec des réseaux politiques et économiques au Texas. Certains témoignages, comme celui de la prétendue maîtresse Madeleine Duncan Brown, suggèrent qu'il aurait eu connaissance à l'avance que les Kennedy seraient écartés du pouvoir. 5. La vengeance de Fidel Castro. Selon cette vision, le dirigeant cubain aurait ordonné l'assassinat en représailles aux tentatives de Kennedy et de la CIA de l'éliminer. La visite d'Oswald à l'ambassade cubaine au Mexique quelques semaines avant le crime est utilisée comme indice de lien. Pour les partisans de cette théorie, l'attentat serait la réponse calculée de la Havane à des années d'hostilité et d'opérations clandestines. 6. Le complexe militaro-industriel. Inspiré par l'avertissement d'Eisenhower sur l'influence du secteur de l'armement dans la politique, cette théorie suggère que la mort de Kennedy a directement profité aux entreprises de défense et aux chefs militaires qui souhaitaient l'escalade de la guerre du Vietnam. Son successeur, Johnson, a rapidement annulé la politique de retrait progressif et lancé une augmentation massive de l'envoi de troupes et de contrats d'armement. 7. Conspiration internationale. Moins populaire mais toujours débattue, cette hypothèse implique une collaboration entre gouvernements étrangers, possiblement l'Union soviétique, Cuba et même certains secteurs du renseignement européen pour éliminer Kennedy. Cette vision repose sur des rapports de renseignement, indiquant des réactions rapides et suspectes de certains gouvernements juste après l'attentat. 8. Dissimulation médiatique et institutionnelle. Plutôt que de se concentrer sur qui a appuyé sur la gâchette, cette théorie se focalise sur ce qui s'est passé ensuite. Le rôle de la presse, du FBI et de la CIA dans la construction d'un récit destiné à convaincre le public qu'Oswald avait agi seul. La diffusion rapide de son profil, l'omission de témoignages importants et le contrôle des preuves visuelles sont considérés comme faisant partie d'un effort coordonné pour éviter des enquêtes plus larges. Pour beaucoup, ces théories ne s'excluent pas mutuellement. Au contraire, il est possible que plusieurs de ces éléments aient agi simultanément. Une conspiration de conspiration, dans laquelle les intérêts de différents groupes se seraient alignés temporairement pour écarter Kennedy et orienter la trajectoire politique des États-Unis. L'absence de preuves définitives pour chacune d'elles est précisément ce qui maintient le mystère vivant. Dans l'imaginaire collectif, ce manque de conclusion finale ne fragilise pas les hypothèses. Il renforce la perception que quelque chose de trop grand et de trop dangereux a été délibérément caché. Les preuves médico-légales liées à l'assassinat de John F. Kennedy devraient en théorie offrir des réponses objectives sur ce qui s'est passé à Dealey Plaza le 22 novembre 1963. Pourtant, dès le début, l'analyse balistique, l'autopsie et la gestion des preuves matérielles ont été la cible de critiques, de soupçons et d'accusations de manipulation. Au lieu de dissiper les doutes, ces éléments sont devenus l'un des points centraux qui alimentent la croyance en une conspiration. La balistique officielle, selon la commission Warren, a conclu que 3 tirs ont été effectués depuis le 6e étage du Texas School Book Depository à l'aide d'un fusil italien Mannlicher Carcano, prétendument appartenant à Lee Harvey Oswald. Le 2e tir, appelé balle unique, aurait traversé le corps de Kennedy, touché le gouverneur John Connally et causé 7 blessures distinctes avant de se loger presque intact dans la cuisse de Connally. Cette conclusion, essentielle pour soutenir la thèse du tireur isolé, est encore contestée par des experts affirmant que l'alignement physique des 2 hommes, la trajectoire et l'état de conservation du projectile défient la logique et la physique balistique. De plus, des tests ultérieurs avec le même modèle de fusil ont soulevé des doutes quant à la capacité de tirer 3 coups précis en moins de 8,3 secondes, comme le montre le film de Zapruder. Bien que des tireurs entraînés aient réussi à reproduire la séquence dans des conditions contrôlées, les critiques soulignent que cela ne prend pas en compte le stress, le mouvement de la cible et les éventuelles limites d'Oswald en tant que tireur. L'autopsie de Kennedy est encore plus controversée. Réalisée à l'hôpital naval de Bethesda, elle a été conduite par des médecins militaires qui n'avaient pas d'expérience spécifique des blessures par balle dans des affaires criminelles. Les photographies et radiographies de l'autopsie ont disparu ou sont restées classifiées pendant des décennies, et certaines de celles rendues publiques présentent des divergences par rapport aux rapports médicaux de Dallas, où Kennedy
a d'abord reçu des soins. Les médecins de l'hôpital Parkland qui ont tenté de lui sauver la vie ont décrit une large blessure à l'arrière de la tête, suggérant un tir frontal, tandis que le rapport officiel a conclu à un tir provenant de l'arrière. Il existe également des lacunes et des contradictions dans la gestion des preuves physiques. Des éléments tels que des vêtements tachés de sang, des fragments de balles et même des parties du crâne du président ont été traités de manière discutable, avec des failles dans la chaîne de conservation qui ne permettent pas de garantir que les preuves n'ont pas été altérées. Dans certains cas, la disparition ou le remplacement de pièces clés a renforcé la perception d'une dissimulation. Un autre point controversé est l'analyse des fragments métalliques trouvés dans la voiture présidentielle et dans le corps de Kennedy. Certains experts affirment que la composition de ces fragments n'est pas compatible avec les balles du Mannlicher Carcano, ce qui laisse penser que plus d'un type d'arme a été utilisé. Si cela était confirmé, cela détruirait complètement la thèse du tireur isolé. Les enquêtes ultérieures, y compris celles du House Select Committee on Assassination, ont réexaminé les preuves médico-légales, mais n'ont pas abouti à des conclusions définitives. Bien qu'elles aient reconnu des incohérences importantes, elles n'ont pas pu établir de manière indiscutable que les preuves avaient été falsifiées ou qu'un second tireur était responsable. Pour beaucoup, toutefois, la somme de ces manquements, une autopsie menée de manière inadéquate, des documents et images retenus, une chaîne de conservation fragile, des résultats balistiques contestés et des fragments suspects, donne l'image d'une vérité qui a été, au minimum, obscurcie. Qu'il s'agisse d'incompétence ou d'une intention délibérée, l'enquête médico-légale sur l'affaire Kennedy est considérée comme l'un des chapitres les plus problématiques de toute l'histoire criminelle des États-Unis. Si l'assassinat de John F. Kennedy a choqué le monde, la mort de Lee Harvey Oswald, diffusée en direct à des millions de téléspectateurs, a ajouté une nouvelle couche de mystère et de suspicion à l'affaire. Le 24 novembre 1963, seulement 2 jours après l'attentat de Dallas, Oswald était sous la garde de la police et devait être transféré de la prison municipale à la prison du comté. L'opération de transfert avait été largement annoncée dans la presse avec l'heure et l'itinéraire connus, une grave erreur du point de vue de la sécurité, surtout si l'on considère que le détenu était le principal suspect du crime le plus important de la décennie. Ce dimanche-là, des journalistes, des caméras de télévision et des photographes remplissaient le sous-sol du commissariat pour enregistrer le transfert. Lorsque Oswald, escorté par des détectives, emprunta le couloir en direction de la voiture qui devait l'emmener, un homme surgit de la foule et tira à bout portant dans l'abdomen de l'accusé. Cet homme était Jack Ruby, propriétaire d'un club nocturne à Dallas, connu pour ses liens avec le milieu criminel et pour ses relations cordiales avec plusieurs policiers locaux. Ruby fut immédiatement arrêté, mais son geste suscita des questions immédiates. Comment a-t-il pu entrer armé dans une zone supposément sécurisée? Pourquoi a-t-il choisi d'agir précisément à ce moment-là, devant les caméras et les témoins, sachant qu'il serait arrêté? Et surtout, quelle était sa véritable motivation? La version officielle affirma que Ruby avait agi sur un coup de tête, submergé par l'émotion en voyant le président assassiné et désireux d'épargner à Jacqueline Kennedy la douleur d'assister à un procès. Il déclara lui-même plus tard qu'il n'avait pas planifié son acte et qu'il avait été poussé par l'indignation et la douleur. Cependant, pour de nombreux enquêteurs et théoriciens du complot, cette explication est faible. D'abord parce que Ruby n'était pas un citoyen ordinaire. Il avait des liens avec des figures de la mafia, travaillait dans le milieu des clubs et bars contrôlés par le crime organisé, et était connu pour rendre de petits services à des policiers et journalistes. Ces connexions soulèvent la possibilité qu'il ait agi sur ordre afin d'éliminer Oswald avant que celui-ci ne puisse s'exprimer publiquement ou révéler des informations compromettantes sur un complot plus vaste. Ensuite, il y a le fait que Ruby ait pu accéder facilement à la zone restreinte. Des rapports indiquent qu'il connaissait plusieurs des policiers présents et que son entrée n'a pas été empêchée. Certains suggèrent que sa présence n'était pas accidentelle mais autorisée, voire attendue. L'absence de mesures de sécurité strictes lors d'un transfert aussi sensible est, pour beaucoup, un signe supplémentaire que quelque chose n'allait pas. De plus, alors qu'il était incarcéré, Ruby fit des déclarations étranges qui renforcèrent les soupçons. Il affirma à un moment qu'il ne pouvait pas dire toute la vérité ici, et que seulement devant les autorités à Washington, il pourrait révéler ce qu'il savait vraiment. Il laissa même entendre que d'autres personnes étaient impliquées dans l'assassinat de Kennedy
mais il ne présenta jamais de preuves concrètes. Le procès de Ruby le condamna à mort, mais la sentence fut annulée en 1966, lorsqu'un nouveau procès lui fut accordé. Avant qu'il ne puisse avoir lieu, il mourut à l'hôpital d'un cancer agressif, alimentant encore davantage les théories selon lesquelles il aurait pu être réduit au silence. Pour les partisans de la thèse selon laquelle Ruby faisait partie d'une opération de dissimulation, son geste fut le dernier maillon d'une chaîne soigneusement planifiée pour éliminer tout risque d'exposition. D'abord Kennedy, puis Oswald, garantissant que tout lien avec un complot plus vaste disparaisse avec eux. Pour les sceptiques, il s'agit d'un acte désespéré d'un homme instable et émotionnellement affecté, qui entra dans l'histoire comme le protagoniste involontaire du deuxième assassinat le plus célèbre de Dallas. L'assassinat de John F. Kennedy ne fut pas seulement la perte d'un président. Ce fut un traumatisme collectif qui, de manière durable, façonna la politique, la culture et même la psyché nationale des États-Unis. Jusqu'à ce 22 novembre 1963, la présidence était perçue, par une grande partie de la population, comme une institution presque intouchable, symbole de stabilité et de leadership moral. La mort de Kennedy, diffusée en direct et suivie d'une série d'événements tout aussi choquants, comme le meurtre de Lee Harvey Oswald devant les caméras, brisa cette aura et inaugura une ère de méfiance et de scepticisme envers le gouvernement et les institutions. Politiquement, la transition immédiate vers Lyndon B. Johnson modifia de manière significative l'agenda national. Contrairement à Kennedy, Johnson adopta une position plus agressive au Vietnam, intensifiant l'engagement militaire et entraînant le pays dans un conflit qui durerait plus d'une décennie. Sur le plan intérieur, LBJ mit en œuvre d'importantes réformes sociales avec sa grande société, mais l'ombre de l'assassinat et les spéculations sur son éventuel lien avec le crime firent de son administration une cible constante de rumeurs et de théories. La politique étrangère et intérieure américaine commença à être influencée par un sentiment latent, selon lequel des décisions vitales pouvaient être prises par des forces occultes. Culturellement, la figure de Kennedy se transforma rapidement en mythe. Sa jeunesse, son charisme et l'idéal d'une nouvelle aube pour l'Amérique se cristallisèrent dans une image romantique, presque légendaire, d'un camelot présidentiel. Livres, films, documentaires et musique immortalisèrent sa figure et son bref mandat, créant la narration d'un leader prometteur interrompu à son apogée. Cette mythification servit d'un côté à inspirer des générations, de l'autre à accentuer le sentiment de perte irréparable et à renforcer le climat de mystère entourant sa mort. L'impact sur les médias et le journalisme fut également profond. La couverture intense de l'assassinat et de ses suites marqua le début d'une ère où la télévision devint le principal moyen d'information politique. La répétition exhaustive d'images, comme le film de Zapruder et la prestation de serment de Johnson à bord de l'Air Force One, façonna l'imaginaire collectif et établit de nouvelles normes pour la couverture des événements nationaux. Parallèlement, la manière dont certaines informations furent contrôlées ou omises alimenta un nouveau type de journalisme d'investigation qui, dans les décennies suivantes, serait déterminant dans des scandales comme le Watergate. Sur le plan psychologique et social, la mort de Kennedy engendra un traumatisme générationnel comparable seulement à des événements tels que l'attaque de Pearl Harbor ou, plus tard, les attentats du 11 septembre. Des millions d'Américains se souviennent exactement où ils se trouvaient lorsqu'ils apprirent la nouvelle, et ce type de mémoire collective renforce l'ampleur de l'impact. L'assassinat marqua également le début d'une période de turbulence politique, avec d'autres assassinats de figures publiques, comme Martin Luther King Jr. et Robert Kennedy, qui contribuèrent à un sentiment d'instabilité et de vulnérabilité nationale. La culture populaire a intégré l'affaire Kennedy de manière persistante. Des films comme JFK, 1991, d'Oliver Stone, ravivèrent le débat sur la conspiration. Des séries télévisées, romans et chansons y font référence directement ou indirectement. Et même la mode et le style de Jacqueline Kennedy continuent d'être célébrés comme des symboles d'élégance et de sophistication. Parallèlement, l'affaire consolida une nouvelle dimension de la politique américaine. L'idée que les présidents et les dirigeants peuvent être la cible non seulement d'opposants politiques déclarés, mais aussi de réseaux complexes d'intérêts opérant dans l'ombre. Pour de nombreux historiens, l'assassinat de JFK fut le point de bascule qui mit fin à l'innocence politique de l'Amérique d'après-guerre et inaugura une ère de réalisme cynique
où la confiance aveugle dans les institutions fut remplacée par un questionnement constant, et pour certains, par une paranoïa durable. Qu'il soit considéré comme un fait historique ou comme un mythe persistant, sa mort façonna l'identité américaine de manière irréversible, devenant l'un de ces événements qui non seulement changent l'histoire, mais aussi la manière dont une nation se perçoit elle-même. L'assassinat de John F. Kennedy ne résonna pas seulement à l'intérieur des frontières des États-Unis. Il provoqua des ondes de choc dans pratiquement tous les coins de la planète. Pour le monde, Kennedy représentait le visage jeune et dynamique du leadership américain. Un président qui alliait une position ferme dans la guerre froide à un discours inspirant sur la paix, le progrès et la coopération internationale. Sa mort soudaine, en plein jour et devant les caméras, transmit un message d'instabilité et de vulnérabilité qui ébranla les alliés, enhardit les adversaires et redéfinit la perception mondiale de la puissance américaine. Dans des capitales alliées comme Londres, Paris et Ottawa, l'assassinat fut accueilli avec choc et chagrin sincère. Les chefs d'État exprimèrent leurs condoléances et louèrent la vision internationaliste de Kennedy, notamment dans le contexte de la course à l'espace et des négociations sur le désarmement nucléaire. Dans les pays en développement, il était perçu comme un dirigeant qui, du moins dans ses discours, semblait prêt à remettre en question certains dogmes de la politique étrangère américaine, comme avec l'Alliance pour le progrès, qui visait à rapprocher les États-Unis de l'Amérique latine. Sa mort fit naître des doutes quant à la continuité de ses projets et engendra la crainte que des politiques plus dures ne remplacent la diplomatie conciliante. Dans le bloc socialiste, la réaction fut ambiguë. Moscou exprima officiellement ses regrets et Nikita Khrouchtchev envoya ses condoléances, mais il y eut aussi une lecture stratégique. Le changement de leadership pouvait ouvrir de nouvelles opportunités, ou au contraire, accroître les tensions avec Washington. À Cuba, la mort de Kennedy fut accueillie avec prudence. Malgré l'hostilité ouverte entre la Havane et Washington, Fidel Castro comprit que le successeur de Kennedy, Lyndon B. Johnson, pourrait adopter une position encore plus agressive. Perception qui, en partie, se confirma avec la poursuite du blocus et des opérations clandestines. Sur le plan culturel, l'assassinat inaugura ce que beaucoup appellent l'ère moderne des conspirations. Avant 1963, bien que les théories du complot existent déjà, elles circulaient principalement dans des cercles restreints et atteignaient rarement une grande partie de la population. L'affaire Kennedy changea ce paysage. Le fait que le crime se soit déroulé devant des centaines de témoins, avec des films, des photographies et une enquête officielle entachée de lacunes et d'omissions, créa un terrain fertile pour la remise en question massive de la version officielle. À partir de ce moment, il devint courant que de grands événements politiques soient accompagnés de soupçons de dissimulation et de manipulation d'informations. Des scandales comme le Watergate, la guerre du Vietnam, les opérations secrètes de la CIA et même des attentats internationaux commencèrent à être interprétés à travers le prisme d'une possible conspiration cachée. L'assassinat de JFK, par conséquent, ne suscita pas seulement des doutes sur cet événement spécifique, mais modifia de façon permanente la manière dont le public mondial consommait et interprétait l'actualité. Les médias internationaux jouèrent un rôle crucial dans cette transformation. En couvrant largement les incohérences de l'affaire, journaux et chaînes de télévision de différents pays contribuèrent à diffuser des récits alternatifs. Livres, documentaires et plus tard productions cinématographiques alimentèrent le phénomène, maintenant l'assassinat vivant dans le débat public. Pour beaucoup, l'affaire Kennedy devint le modèle selon lequel sont analysés d'autres événements suspects allant des morts de personnalités politiques aux attentats terroristes. Sur le plan diplomatique, le crime servit également d'avertissement sur la vulnérabilité des dirigeants nationaux, incitant à l'adoption de protocoles de sécurité plus stricts pour les chefs d'État du monde entier. Les pays qui considéraient les États-Unis comme un symbole de stabilité comprirent que même la plus grande puissance mondiale n'était pas à l'abri d'actions rapides, mortelles et potentiellement organisées. En fin de compte, l'impact mondial de la mort de Kennedy ne se limite pas à l'émotion ou au changement immédiat de cap politique. Son assassinat sema la graine d'un nouveau paradigme culturel, celui de la méfiance institutionnelle généralisée. C'est pourquoi, même des décennies plus tard, lorsqu'un événement d'envergure survient, qu'il s'agisse d'un attentat, d'un scandale politique ou d'une crise internationale, l'instinct collectif est de chercher, au-delà de la surface, ce qui pourrait être délibérément dissimulé.
Et cette manière de penser qui aujourd'hui semble presque naturelle à des millions de personnes est née en grande partie le jour où des coups de feu retentirent à Dealey Plaza. Avec l'avancée des technologies médico-légales, de l'analyse numérique et des méthodes d'enquête, l'assassinat de John F. Kennedy a de nouveau été étudié sous de nouvelles perspectives, dans le but de clarifier des doutes qui, depuis des décennies, alimentent les théories du complot. Bien que le temps soit un obstacle, avec des témoins décédés, des preuves détériorées et des chaînes de conservation compromises, la science moderne offre des ressources qui n'existaient pas dans les années 60, permettant de réexaminer des fragments de balles, des images, des enregistrements et même des simulations tridimensionnelles du crime. L'un des domaines les plus explorés est celui de la balistique médico-légale numérique. Des logiciels avancés ont recréé la scène de Dealey Plaza en modèle 3D très détaillé, utilisant des données topographiques précises, des mesures exactes des véhicules et le positionnement des témoins. Ces simulations permettent de tester plusieurs trajectoires de tir, en les comparant aux blessures de Kennedy et du gouverneur Connally. Certaines études indépendantes indiquent que la théorie du tireur solitaire est possible, mais d'autres soulignent des incohérences, comme la difficulté à concilier le temps de rechargement du fusil avec la précision et la séquence des tirs. Dans le domaine de l'analyse d'images, la restauration numérique du film de Zapruder et d'autres enregistrements amateurs a révélé des détails auparavant imperceptibles. Les techniques modernes de stabilisation et d'augmentation de la résolution ont permis d'examiner image par image les mouvements sur le grassicnol, les zones ombragées et les réactions de la foule. Bien qu'il n'y ait pas de consensus, certains experts affirment avoir identifié des formes humaines et de possibles mouvements d'armes dans la zone de la palissade, renforçant la théorie d'un second tireur. D'autres, toutefois, soutiennent que ces indices pourraient être des artefacts visuels créés par le grain de la pellicule. L'analyse acoustique a également été revisitée. La célèbre étude du HSCA, qui concluait à une forte probabilité de 4 tirs, a été réévaluée avec des outils plus modernes. Certaines analyses ont confirmé la possibilité de tirs multiples, tandis que d'autres ont complètement écarté la preuve acoustique comme élément fiable, invoquant des problèmes de synchronisation audio. En médecine légale, des spécialistes modernes ont réexaminé les rapports d'autopsie et les ont comparés aux photographies et radiographies disponibles. La reconstruction virtuelle du crâne de Kennedy, basée sur des images et mesures historiques, a apporté de nouvelles interprétations concernant l'angle et l'origine du tir fatal. Une partie de ces analyses indique que le tir final pourrait provenir d'une position frontale, bien que cette conclusion reste très contestée. L'enquête contemporaine a également bénéficié de l'accès progressif à des documents déclassifiés. De nombreux dossiers rendus publics ces dernières années révèlent des détails jusqu'alors inconnus, comme des rapports de surveillance sur Oswald, des contacts inexpliqués avec des personnes liées aux services de renseignement et des mentions d'opérations clandestines de la CIA et du FBI à la même époque. Bien que ces informations ne constituent pas une preuve définitive d'un complot, elles affaiblissent le récit, selon lequel tous les faits pertinents étaient déjà connus en 1964. Enfin, il y a la question de l'interprétation historique. Les enquêteurs et historiens modernes ont tendance à aborder l'affaire de manière interdisciplinaire, combinant les preuves physiques, le contexte politique et les schémas de comportement des agences gouvernementales de l'époque. Cette vision plus large renforce l'idée que, même si Oswald a tiré, il est possible, et peut-être probable, qu'il n'ait pas agi seul. La science actuelle, par conséquent, n'a pas résolu le mystère, mais a affiné les questions. Au lieu de clore le débat, les nouvelles analyses ont élargi l'éventail des possibilités, confirmant qu'il ne s'agit pas d'une affaire aux réponses simples. Au contraire, l'assassinat de JFK demeure une énigme où les données techniques et le contexte historique s'entrelacent et où chaque nouvelle technologie appliquée semble révéler autant de nouvelles pistes que de nouvelles incertitudes. Plus de 6 décennies après les coups de feu qui ont résonné à Dealey Plaza, l'assassinat de John F. Kennedy reste un mystère sans solution définitive. Aucun autre crime de l'histoire moderne américaine n'a suscité autant d'enquêtes, de débats et de spéculations. À chaque nouvelle révélation, document déclassifié ou analyse technique, persiste le sentiment que quelque chose de profondément caché demeure. La question « Qui a tué JFK ?» subsiste non seulement par manque de preuves concluantes, mais aussi parce que l'affaire réunit tous les éléments d'un récit qui défie la compréhension. Un président charismatique, un climat politique explosif,
de multiples ennemis potentiels et une enquête officielle marquée par des lacunes et des omissions. Le poids du contexte historique ne peut être ignoré. Kennedy gouvernait à un moment de tension extrême. La guerre froide, un affrontement idéologique mondial, des pressions internes issues de mouvements civils et économiques, et prenait des décisions qui contrariaient de puissants intérêts. Du complexe militaro-industriel à la mafia, en passant par certains secteurs de la CIA et des adversaires politiques internes, nombreux étaient ceux qui considéraient son maintien au pouvoir comme une menace directe. Lorsqu'un dirigeant accumule autant d'ennemis en même temps, il devient difficile de croire que sa mort soit uniquement l'œuvre d'un homme isolé. La manipulation du récit est également un facteur central. Dès les instants qui ont suivi le crime, les médias et les institutions chargées de l'enquête ont orienté l'attention du public vers une version simplifiée et commode. Lee Harvey Oswald comme tireur solitaire. Cette conclusion rapide, associée à l'omission de témoignages et à la rétention de preuves, a créé un terrain idéal pour la prolifération de théories alternatives. Chaque témoin réduit au silence, chaque document retenu pendant des décennies et chaque incohérence médico-légale est devenu un combustible maintenant vivante la flamme du soupçon. La vérité pourrait être fragmentée, dispersée entre témoignages, preuves matérielles et documents qui ne seront peut-être jamais entièrement publiés. Il est possible qu'une partie ait déjà été révélée, mais diluée parmi tant de récits contradictoires que le public ne parvient pas à distinguer le fait de l'interprétation. Il est également plausible que, même avec toutes les enquêtes modernes, nous n'ayons jamais de réponse unifiée, non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que tout révélé pourrait exposer l'intersection dangereuse entre politique, pouvoir et opérations clandestines. Peut-être que le plus grand héritage de cette affaire est la transformation culturelle qu'elle a provoquée. L'assassinat de Kennedy a brisé la confiance aveugle envers les institutions et a inauguré, pour des millions de personnes, l'ère du doute systématique. Dès lors, aucun événement de grande ampleur ne serait accepté sans questionnement. Le terme moderne des conspirations est né ce 22 novembre 1963 et continue de façonner notre manière d'interpréter les événements aujourd'hui. La question éternelle « Qui a tué JFK ?» est au fond plus qu'une simple question sur l'identité d'un assassin. Elle est le symbole du désir humain de vérité dans un monde où l'information est sélective et où le pouvoir se cache souvent dans l'ombre. Il est possible que nous ne connaissions jamais les noms de tous les impliqués ni l'ampleur réelle du complot, s'il y en a eu un. Mais ce qui demeure, c'est la certitude que la quête de vérité, même incomplète, est essentielle. Car tant que le doute existera, l'histoire ne sera pas close, et le mystère de Dallas continuera de résonner comme un rappel que la vérité, lorsqu'elle implique le pouvoir, est rarement simple.